Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Pierre Sancinena, à la fois ingénieur aérodynamicien chez Renault Sport et pilote émérite. Il nous conte les débuts de sa passion automobile transmise par son père et les circuits de billes notamment. C'est une anecdote, je vous en dis pas plus parce qu'elle est assez folle et j'ai pas envie de vous la spoiler. À travers cet épisode, Pierre nous dévoile les coulisses de la vie d'un pilote, ses débuts, ses duels avec des noms tels que Pierre Gasly, qui devrait sans doute vous dire quelque chose si vous ne vivez pas dans une grotte depuis quelque temps. Ses rêves aussi et ses désillusions, les difficultés propres même au sport mécanique, qui demandent notamment des budgets pharaoniques. Et comment ne pas évoquer sa victoire en Alpine Europa Cup en 2018 ou encore son titre de champion du monde GT4 dans la foulée en 2019, une nouvelle fois avec la marque diepoise qui lui est très chère. Bien entendu, cet épisode est aussi l'occasion de retracer le parcours d'un passionné qui baigne dans l'automobile depuis toujours et qui a réussi à en faire son métier tout en continuant à prendre du plaisir au volant de voitures de course. Vous retrouverez toutes les automobiles et les références auxquelles Pierre fait allusion sur Instagram @dbg_podcast. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Pierre. Salut Yann. Je suis super content de t'accueillir dans La Boîte à Gants. D'ailleurs, c'est plutôt toi qui m'accueille chez toi aujourd'hui. Ouais, bah écoute, c'est un plaisir de te recevoir ici pour enregistrer ce podcast. Depuis le temps en plus, parce que ça fait depuis avril dernier, mai dernier qu'on se parle. Ouais, bah premier confinement, je me souviens, ça. le premier coup de téléphone qu'on s'est passé, c'était pendant le premier confinement où on restait chez nous tout sagement derrière nos bureaux. C'est ça. Exactement. Et le projet de podcast n'était même pas existant, j'avais même pas eu l'idée ou quoi que ce soit, puisque ça date de novembre, enfin bref. Mais ouais. Depuis le temps qu'on devait se voir, c'est trop ça. Bien qu'on soit là maintenant. Derrière, il y a les coupes, il y a ton casque. On va en parler de tout ça justement. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter un peu en 2 mots pour les gens qui te connaissent pas? Avec plaisir. Je m'appelle Pierre Sancinena, j'ai 29 ans. Je suis originaire de Normandie, de Rouen exactement, et même une partie de ma famille vient de Dieppe, et ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler pendant le podcast, parce que ça a quand même un lien avec tout ce qui se passe en ce moment. Je travaille chez Renault Sport, donc en tant qu'ingénieur aérodynamicien depuis maintenant 4 ans, où je suis sur ce poste-là. Moi, j'avais d'autres postes avant chez Renault Sport, mais du coup depuis 3 ans, je suis aérodynamicien, donc je m'occupe de tous les flux d'air en fait autour des voitures. Et en parallèle de ça, je suis aussi pilote de course, donc ça depuis plus longtemps pour le coup, depuis que j'ai 14 ans. Et donc autour de tout ça, évidemment, c'est la passion qui m'anime. Je pense que effectivement, on va aussi en reparler pendant ce podcast. Bah justement, écoute, tu me fais une transition parfaite. J'ai même pas de boulot en fait. Ta passion, elle vient de l'enfance. C'est quoi un peu tes premiers souvenirs? Ouais, écoute, c'est vrai que comme pour beaucoup, j'imagine, la passion de l'automobile et du sport automobile vient depuis qu'on est tout gamin. C'est des rêves qui nous animent et qui nous portent depuis le plus jeune âge, et moi effectivement j'y coupe pas, ça a été aussi le cas pour moi. Donc ma passion, elle vient de plusieurs choses, mais essentiellement et c'est souvent le cas aussi, c'est une passion familiale, surtout de mon père et de mon grand-père qui malheureusement j'ai pas pu le connaître parce que il est décédé avant ma naissance, mais je sais du coup par tous les souvenirs de mon père que c'était un grand passionné. Il emmenait mon père sur les courses de F1 aux 24 heures du Mans. Et on a reproduit la même chose avec mon père. Il m'a aussi emmené quand j'étais plus jeune au Mans, à F1. Et aussi d'autres souvenirs dont je me rappelle, mais qui sont peut-être vraiment mes premiers souvenirs automobiles, enfin en tout cas autour de la passion. C'est assez marrant, mais en fait quand on était tout petit, on se retrouvait avec tous mes cousins, pas mal de potes sur la plage, comme beaucoup de jeunes. Et en fait, mon père nous construisait des circuits de billes. Alors, je sais pas si ça va parler à beaucoup de monde de ce qu'est un circuit de billes. C'est vrai que c'est assez particulier. Mais en fait, c'était tous les dimanches, donc un peu comme pour la F1, pour des courses de F1. On construisait, donc on était 10 gamins, on avait entre, 5 et 10 ans, 12 ans pour les plus âgés. On se retrouvait tous sur la plage, je crois que c'était vers 10h, 10h30 le dimanche matin, et on construisait des circuits de billes. Donc on utilisait le sable évidemment pour faire une piste. Donc il y avait des tremplins, des virages relevés, des tunnels, etc. Donc on se faisait vraiment des trucs de fou. Est-ce que tu as une idée un peu de la taille de ces édifices pour que les gens visualisent? Parce que je suis pas sûr que tu aies des photos d'ailleurs de tout ça. Il faudrait que je retrouve en fait. Il faut que j'en reparle avec mes parents là qui ressortent les vieux albums. Mais non, je pense c'était qu'on doit quand avoir même des photos. C'était quelque chose de massif. Ah ouais, c'était des grosses constructions. Ça attirait plein de gens sur la plage. Il y avait plein de gamins du coup qui voulaient venir participer et tout. Donc
donc Tu souvent... devais te faire des copains assez facilement. Ouais, c'était pas mal pour ça. Et du coup, souvent, on va dire, on les mettait en pilote invité parce qu'il y avait tout un championnat qui était autour de ça. Donc, pour tous les jeunes qui suivaient du coup toutes les courses pendant les 2-3 semaines où on était sur place. Et je sais pas pour la taille, mais en tout cas, chaque course, ça nous durait 1 heure, 1 heure et demie, tu vois. Donc, c'était quand même des trucs assez mastoc. Donc, ça, c'était excellent. Et en fait, l'idée, c'est donc chacun a sa bille. Et on choisissait, on avait tout un petit coffre de voitures miniatures. Et du coup, chacun choisissait en fait sa F1 ou sa voiture de course, tu vois. Et donc, on la mettait derrière notre bille. Et l'idée, c'est qu'on jouait chacun notre tour. Donc, avec une pichenette, la bille avançait. Quand la bille sortait de la piste, on disait que c'était clamsé. Donc là, c'était dégagé et tu retournais à la case départ. Et sinon, t'avançais ta bille comme ça. Et puis, effectivement, l'idée, c'était celui qui arrive le premier à la fin du circuit. Alors, parfois, on faisait plusieurs tours quand le circuit était petit, mais celui qui passait la ligne en premier, évidemment, avait gagné la course, quoi, comme pour n'importe quelle Donc, en course. fait, tu choisissais une petite voiture qui matérialisait la place de ta bille. Ouais, exactement. Du coup, un peu, si tu veux, comme au golf, quand tu mets un petit repère là où est ta balle. Du coup, là, on mettait notre voiture qu'on posait là, on gardait la bille avec nous. Et puis, du coup, on avançait notre voiture au fur et à mesure, quoi. Et t'avais choisi quoi comme voiture, toi? Alors, moi, à l'époque, j'étais sur la McLaren de Mika Häkkinen. Donc, Pas tu mal. vois, c'était, je crois, celle de 97 ou 98, si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, c'était à l'époque, j'adorais Mika Häkkinen. J'aimais aussi beaucoup Schumacher, hein. De toute façon c'était le duel de l'époque, mais ça c'était mon petit frère qui le prenait et bon, on se faisait des grosses bastons. Vous reproduisiez un peu le duel. Exactement. Mais c'était un niveau encore au-dessus de la Formule 1, quoi. Bah ouais, C'était clairement, votre là, niveau, il y avait c'était- de la tension, tu peux pas imaginer. Après, quand il y en avait un qui perdait, je peux te dire que tout le dimanche après-midi, c'était les pleurs et tout. Enfin, c'était... Mais est-ce que d'une certaine manière, c'est pas aussi ton premier contact entre guillemets avec la compétition, même si on est d'accord, Ouais. rien d'officiel dans ta tête, c'était quand même un truc Ah bah important. tu vois. complètement. Ah bah je pense que ouais, mon esprit de compétition s'est forgé peut-être à ces moments-là, c'est clair. C'est clair que j'avais clairement envie de gagner et j'avais envie d'être le premier et on se faisait des grosses rivalités avec tous les autres potes, avec mes frères, mes cousins. Et effectivement, ouais, c'est peut-être de là que vient du coup à la fois ma passion vraiment pour l'automobile de une, mais surtout la course automobile parce qu'au final c'est vraiment ça moi qui me plaît et la compétition, le fait d'être premier, de gagner, d'être le plus rapide, c'est clair que c'est la chose la plus importante par rapport à la course pour moi. Et comment vous voyez juste, enfin, est-ce que à ce moment-là, tu t'intéressais déjà justement à rentrer en compétition auto? Et si oui, est-ce que ton père voyait ça d'un œil favorable, on va dire? Bah écoute, c'est vrai que donc, cette époque-là, je devais avoir dans les 7-8 ans, je pense. Ouais. Et en fait, le sport auto, dans la famille, à part d'être passionné et de regarder les courses à la télé, d'aller de temps en temps sur les courses, on n'avait aucun lien direct avec la compétition. Personne de la famille, que ce soit évidemment mes parents, même mes cousins, mes oncles, mes tantes, personne n'était lié au milieu automobile. Donc ça a été un process qui a été long à mettre en place. J'ai effectivement demandé pas mal de fois à mes parents si je pouvais faire du kart, si je pouvais acheter un kart. Enfin, T'avais eu un premier déclic à Manicourt, je crois. Si je me souviens bien, Oui. t'avais assisté à un championnat de Formule 1. ouais, c'est ça, c'était la course de Manicourt qui devait être en 2004. Ça, c'était le premier Grand Prix sur lequel je suis allé. Ou ouais, c'est ça, 2004, je pense. Ouais. Et oui, là, une fois que j'ai vu la F1, je m'en souviens même, on était allé dans le paddock du GP2 à l'époque. Il y avait, voilà, tous les pilotes. Pour le coup, c'était beaucoup plus accessible le GP2 parce qu'on pouvait approcher les voitures à l'époque et être au contact des écuries et des pilotes. Et c'est là où j'ai vraiment eu ce flash. Ça me plaisait beaucoup, je voulais en faire, mais c'est à partir de là où je me suis dit, bon, là, il faut vraiment que je pousse au maximum avec les parents pour qu'ils puissent me soutenir dans cette démarche et puis pouvoir m'acheter un kart, parce que finalement, c'est ça en fait, hein, toujours le sport auto et la course, hein, ça demande des moyens, donc c'est pas évident au début. Il faut réussir à convaincre, à sacrifier des Noëls, des anniversaires, et puis T'as fait quoi? T'as fait du lobbying en fait? C'est-à-dire que t'arrives avec des grandes pancartes et tu leur C'était disais pas loin tous de ça, ouais, tous les c'était jours, pas loin. c'est ce que je veux faire, quoi. Ouais, au début, j'osais pas trop en parler ouvertement, c'était plus des petits clins d'œil, et puis au fur et à mesure, ouais, ça a été de plus en plus lourd et on va dire obvious, quoi. T'avais quel âge quand c'était un peu plus justement évident? Je pense que c'était justement après cette époque-là, quand j'avais 13 ans, tu vois, 14 ans. Et puis au bout d'un moment, ils ont malgré tout craqué, parce que même si mon père était passionné, pour le coup, ma mère pas du tout, et même ça lui faisait peur, on va dire, ce qui est le cas de beaucoup de mamans de pilotes du sport auto. Et du coup, elle freinait un peu autour de ça.
En plus, bon, je faisais d'autres compétitions qui étaient plutôt autour du tennis à l'époque, donc bon, ça se passait bien en plus. T'as eu un bon classement en tennis? Pas ouf, mais j'étais 30, donc bon, j'avais 12 ans, un truc comme ça. Parce qu'en fait, ça a changé, je crois, les classements en tennis maintenant. C'est ouais. plus, tu sais, c'est plus d'actualité. Parce que moi, je connaissais un peu tout ce qui était 30, 15. Ouais, bah c'est ça. Ah, c'est plus comme ça maintenant? Je crois que c'est plus. Ok. Là, on dérive, là. On part en glisse. on part en glisse, c'est le terme, exactement. Donc oui, on laisse le tennis de côté, on revient à l'auto. Mais tu arrives à les convaincre? Ouais, c'est ça. Écoute, il y a aussi un ami de mon père qui m'a un peu aidé dans cette démarche, qui est un ancien pilote de course pour le coup, qui roulait dans les années 70 sur des monoplaces type Formule France, Formule Ford, Formule Renault. Et du coup, il s'appelait comment? Daniel Pecker. Voilà, maintenant, bon, il court plus, mais c'est un dessinateur, un scénariste, pardon, de bande dessinée. Ok. Il fait pas mal de trucs super cool. Trop bien, il est super conversion, rien à voir. Ah bah ouais, carrément, mais c'était sa deuxième passion après les voitures et la BD. Et donc, voilà, il a fait pas mal de séries, notamment autour de la course. Qui s'appelle Golden City, Golden Cup d'ailleurs, je lui fais un petit clin d'œil ici. Ah bah s'il écoute, j'irai regarder moi aussi, tu vois, je savais pas, tu m'avais pas dit ça. Et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, il nous a beaucoup aidé, surtout avec mon père, et pour trouver les personnes à contacter pour acheter le matériel, tu vois, la remorque et tout. Et au début, c'était vraiment les petits moyens, quoi. On avait acheté un châssis qui datait déjà de 3-4 ans, parce que effectivement, c'était meilleur marché. On avait la remorque qu'on avait à moitié bidouillée et tout, sur laquelle on mettait le kart et tout. Enfin, c'était vraiment une belle aventure. Et ça reste des super souvenirs. Et ce qui était drôle, c'est que pour le coup, mon père qui est passionné, mais qui n'y connaît rien du tout à la mécanique, et c'est lui qui me faisait, on va dire, le mécano sur les week-ends de course. Et il y a plein d'histoires autour de ça qui sont super drôles, mais voilà, il y a des dimanches où on a eu quelques surprises, on va dire. Enfin, je pense à une notamment où c'était un dimanche, il pleuvait, et il s'était mis à pleuvoir en fait juste avant l'après-grille, donc juste avant le moment où on doit mettre le kart en attente pour partir sur la course. On avait dû changer les pneus en catastrophe et tout, et là on pose le kart sur l'après-grille, et là je regarde mes pneus. Je sais plus, moi je faisais autre chose, je devais peut-être mettre les pneus arrière et lui les pneus avant, et je regarde les pneus, et en fait sur les pneus de kart il y a un sens de rotation et avec un dessin particulier, et en fait les pneus étaient montés complètement à l'envers. Donc, du coup trop tard, t'avais plus le temps de les changer. Plus le temps de les changer. Et donc j'avais dû partir comme ça, et bon. T'étais énervé à ce moment-là? Tu déconnes et tout? Sur le coup oui, parce que si tu veux, je sais plus, je devais être pas mal placé, et puis j'avais un coup à jouer si tu veux, je crois que c'était la finale. Et au final c'était une catastrophe. Donc il faut respecter le sens, c'est ça la morale. Il faut respecter le sens. Mais bon, évidemment, je veux dire, c'est des trucs qui arrivent à tout le monde, même les meilleurs mécanos. Avec ton père maintenant, on se marre vachement quand on évoque tous ces souvenirs, mais c'était une super époque. Et je pense que le kart, pour beaucoup de pilotes, ça reste des très beaux souvenirs, parce que si tu veux, il y a justement, comme on disait tout à l'heure, ça demande déjà des moyens, mais ça reste quand même assez accessible. Surtout, moi, je faisais ça à un niveau régional, donc on va dire que les frais d'engagement, les choses comme ça, c'était pas non plus super élevé. On faisait ça, c'était pas très loin de la maison. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça reste du pilotage pur, de la vraie course. T'as pas encore toutes les contraintes d'argent qu'on pourra évoquer par la suite. Exactement. Surtout que toi, en plus, moins. Faut en mettre aussi dans le contexte, c'est que tu commences assez tard par rapport à la plupart qui commencent à 7-8 ans peut-être. Ouais, c'est ça en fait. Du coup, de par cette histoire que personne n'était dans la compète, et pour moi en fait à l'époque quand j'avais 7-8 ans, ça me paraissait complètement inaccessible, et je crois que je savais même pas à l'époque que kart existait, si tu veux. Donc je voyais la F1, je me disais ça a l'air génial, j'ai trop envie de faire ça quand je serai plus grand, mais je me disais pas, mais en fait déjà tu peux le faire des stages-là. Et donc du coup le process a pris du temps, et puis j'ai commencé ma première compète à 14 ans. Mais bon écoute, voilà, ça aussi ça m'a aidé aussi du coup à avoir, on va dire, plus l'envie, et si tu veux, et la rage de vaincre, parce que je me disais moi j'ai un peu moins d'expérience, etc., je m'y connais un peu moins bien, mais du coup faut pas que ce soit un défaut, et j'ai essayé de transformer ce manque d'expérience en force pour me battre et essayer de rivaliser avec ceux qui roulaient déjà depuis longtemps.
Il y a ça, et puis tu devais être aussi très excité parce que c'était quelque chose de nouveau pour toi, c'était un nouvel univers. Tu t'étais battu pour l'avoir en plus, parce que tu t'es battu auprès de tes parents. Ouais, exactement. Toute chose. Et ça, c'était la bataille la plus difficile. Ah ouais, c'est vrai que ça, c'est la toute première bataille de sport automobile, qui n'était pas sur la piste, qui était en dehors, mais il y en aura beaucoup d'autres qui seront en dehors aussi de la piste plus tard. Mais celle-ci, effectivement, ça a été l'élément déclencheur. Donc, c'est vrai qu'en y repensant, c'est génial d'avoir réussi ça. Et je remercie encore mes parents d'avoir accepté, d'avoir craqué, en fait. Parce que c'est vrai que, peut-être eux, sur le coup, ils se sont dit, mais dans quoi on s'embarque? C'est quoi cette aventure de fou? Parce que, voilà, ça demande des déplacements, c'est du temps, c'est de l'argent, donc c'est pas évident. Et j'ai aussi 2 petits frères dont il fallait s'occuper, et voilà, qu'il fallait pas du tout délaisser pour ça. Il y aura une petite anecdote d'ailleurs avec tes frères, je me souviens. Et non, mais ça d'ailleurs, pareil, je remercie aussi mes parents de ça, et c'est super important de réussir à garder l'équilibre, on va dire, familial. Quand on a comme ça un élément nouveau et qui demande beaucoup de temps, qui vient entre guillemets perturber un peu l'équilibre, il faut réussir toujours à être bien équilibré dans tout ce qu'on fait. Et donc c'était le point le plus important, on va dire, du début de carrière du sport auto. Maintenant que t'es en kart, tu continues, tu fais 2-3 saisons, 3 saisons je crois en kart. Ouais, c'est ça, donc c'était 2006, 2007, 2008, si je dis pas de bêtises. Donc quand tu sors du kart, t'as 17 ans. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe? 17 ans, et donc 17 ans, je me dis, écoute, j'aimerais bien passer à l'échelon supérieur, qui était la monoplace. Donc effectivement, après le kart, quand on veut faire carrière en course auto, la voie royale, on va dire, c'est de passer donc sur soit Formule 4, soit Formule Renault. À l'époque, c'était en tout cas les voies d'accès, on va dire, à la monoplace. Sauf que les budgets qui étaient demandés pour participer à ces saisons-là, on faisait à peu près en tout cas par rapport aux saisons que je faisais en kart, c'était du x6, x7 en termes de budget, quoi, tu vois. En termes de chiffres, ça donne quoi, juste pour que les gens se donnent... Enfin, souligne que dans les auditeurs, il y a des gens qui ont vraiment aucune idée. Une saison, du coup, on va dire, d'accès, donc en F4, qui est la toute première catégorie de sport auto, donc vraiment la catégorie jeune pilote d'accession, il faut compter entre 100 et 120, 130 000 euros. Enfin, en tout cas, à l'époque, qui était dans les années, fin des années 2000, début 2010, quoi. Ce qui a... Ouais, oui, évidemment, il y a l'inflation, il y a tout ça. Donc, non, ouais. Il n'y a pas que l'inflation, d'ailleurs. C'était un peu ironique, mais non, ouais, c'est sûr. Donc, ouais, à l'époque, c'était déjà beaucoup d'argent, c'est encore plus le cas aujourd'hui. Et donc, en tout cas, c'était impossible de pouvoir envisager ça. Enfin, et puis même moi, déjà les parents auraient pas pu mettre 150 000 euros dans une saison, et puis même, s'ils avaient pu, je pense que j'aurais dit les gars, arrêtez, quoi, c'est beaucoup trop d'argent. Surtout que c'était que le début. Voilà, donc j'avais commencé à avoir des résultats en kart, mais j'avais pas été champion du monde, champion d'Europe comme beaucoup d'autres pilotes de mon âge à l'époque. J'avais mon expérience de championnat de Normandie qui était déjà très bien et qui m'a beaucoup servi pour la suite. Mais du coup, pas suffisamment, en tout cas déjà pour se faire repérer par une filière, tu vois, comme par exemple des pilotes comme Hamilton, etc., qui se sont fait repérer dès le kart, qui ont été pris sous l'aile de certaines structures. Donc pour Hamilton, c'était McLaren. Il y a encore une fois le décalage, c'est-à-dire que pour Hamilton, je sais pas exactement à quel âge il a commencé, mais sûrement plus jeune que toi aussi, non? Ah oui, Hamilton, c'était dès qu'il avait... Enfin, je sais pas exactement, mais je pense que c'était à ses 6-7 ans. Donc d'une certaine manière, tu payais justement ce retard d'expérience, si je peux dire. Ouais, aussi, c'est ça. Donc du coup, il fallait essayer de trouver un moyen pour, on va dire, essayer de passer le pas sans avoir de partenaire à l'époque, parce que c'est difficile d'avoir des gros sponsors dès le karting quand on n'a pas beaucoup de résultats. Mais malgré tout, moi j'avais vraiment l'envie, j'avais aussi quelques bons résultats, tu vois, que j'avais eu dans les différents championnats régionaux que j'avais pu faire. Et donc justement, cet ami qui m'avait déjà conseillé à l'époque m'avait dit, mais écoute, renseigne-toi parce qu'il y a des moyens pour accéder à la monoplace, même sans avoir de budget ou de partenaire. Et donc je me suis renseigné, et lui en fait c'est ce qu'il avait fait dans les années 60-70, il avait participé à ce qu'on appelle un volant. Donc un volant, c'est une compétition de sport automobile donc qui se passait sur des monoplaces à l'époque. C'était sur le circuit du Mans, le circuit Bugatti. Et ce volant-là, donc il s'appelait le volant ACO. Il était donc organisé par l'Automobile Club de l'Ouest, ceux qui organisent les 24 heures du Mans. Okay. Et donc la philosophie derrière ce volant, c'est de dire, on réunit une vingtaine de jeunes pilotes qui sont issus du karting. Donc jeunes talents qui sont quand même sélectionnés en amont. Oui, alors ouais, en général t'es sélectionné. Alors ça dépend, on va dire, du nombre de participants, mais c'est sûr que parfois t'as des listes d'attente et du coup ils sont obligés de sélectionner ceux qui
on va dire, ont eu les meilleurs résultats dans les Mais ils vous catégories font pas du inférieures. tout rouler en fait pour départager. Non. Ok, d'accord. En fait, tu roules directement, on va dire, dès les premières phases d'entraînement du volant, mais tu es sélectionné après, tu vois. Ok. Et donc, l'idée, donc, c'est de réunir ces 20 pilotes qui n'ont jamais eu de licence, on va dire, de monoplace en compétition. Vous êtes tous plus ou moins du même âge? Oui, c'est ça. Bah, là, à l'époque, tu vois, on avait entre, on va dire, 15 et 18-19 ans, je pense, quelque chose comme Ok. ça. Donc, moi, j'étais à peu près dans la moyenne, Ouais. j'avais 17 ans. Et donc voilà, donc en fait, il n'y a pas de course, c'est une confrontation via le chrono. Ok. Donc il y a aucun tu vois, duel en piste ou de choses comme ça. Chacun fait vraiment ses tours par lui-même. Et donc au début, donc il y a 1 ou 2 journées d'entraînement pour repérer la piste, connaître les voitures, apprendre toute la technique de pilotage autour d'une monoplace qui est très différente de ce qu'on connaît en kart. Hein. C'est même si ça reste de la course, mais dans les deux cas, ça se pilote pas du tout de la même manière. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance dans la sélection, dans la compétition, du coup, il y a des phases, comme on va dire, je sais pas, tu vois, des phases 8e de finale, quart de finale, demi-finale, etc. Ça, c'est des espèces de morts subites, c'est-à-dire le premier Ouais. qui fait des duels, quoi. C'est ça, ouais. En fait, chacun passe dans sa série, fait son chrono. En général, bon, ça dépend des volants, il y a plusieurs systèmes, mais c'est souvent soit on garde le meilleur tour, soit c'est la moyenne des 3 meilleurs tours, enfin des choses comme ça. Et donc, on va dire qu'au fur et à mesure des séries, les gens se font éliminer. Et donc, en finale, la plupart du temps, il en reste deux pilotes. Et donc, moi, c'était ce qui m'était arrivé. J'avais été assez rapide pendant toutes les phases de sélection. C'était plutôt bien passé. J'avais bien compris le truc et j'avais réussi à m'adapter rapidement. Donc ça, c'était cool. Tu sais, ça me fait penser à... On en parlait tout à l'heure en off, à Ouais. l'épisode avec Théophile Sénégas. Mm-hmm. Que je te conseille d'écouter, du coup, parce que tu l'as Ouais, pas il faut. écouté. Mais c'est Yes. exactement ce qu'il expliquait, en fait. C'est que lui, il avait sûrement moins d'expérience que toi, mais il a Mhm. été très rapide en série aussi. D'accord. Et c'est comme ça qu'il a pu se faire remarquer. Bon, après, Ok. l'histoire n'est pas la même, bref. C'était la petite aparté, d'ailleurs. Ok. Je salue Théophile. Et donc, au fur et à mesure des sélections, pour moi, ça se passe plutôt bien. Et j'arrive en finale. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en général, c'est seulement le premier qui gagne une bourse Ouais. pour participer, du coup, à la saison de Formule 4 de l'année d'après. Donc, une bourse, pour vraiment expliquer encore une fois pour les auditeurs, c'est-à-dire que ça finance l'intégralité de ta saison. Alors, ouais, pour le vainqueur, là, c'était le cas, en tout cas, pour ce Ok, volant-là. ok. Donc, il y avait une aide de la CO, plus une aide de la fédération, du comité régional. Et du coup, cette aide-là te permet de participer à la saison complète en F4 l'année d'après. Donc, t'as plus besoin du tout de se soucier des problèmes d'argent. Ouais, ok. c'est l'idée. Ce Ouais. qui est assez incroyable déjà. Ah bah ouais, c'est clair. Et tu vois, c'est des compétitions qui sont assez rares, et même aujourd'hui, encore, t'en as plus beaucoup. Elles sont de plus en plus rares, C'est bien je crois, dommage. non Ouais. Ouais. Alors qu'à l'époque, dans les années, encore une fois, 60-70, il y a beaucoup de pilotes de F1 qui ont été repérés grâce à ça. Tout, Alain Prost, Jabouille, René Arnoux, etc., ils sont tous passés par là, tu vois. C'est pour ça qu'on a tendance à dire que la consanguinité entre guillemets du sport auto a tendance à s'amplifier dans ces dernières années parce que justement il y a peut-être moins de possibilités pour Ouais. Alors, c'est vrai que des nouveaux volants quand même qui ont été relancés, je pense au volant Winfield notamment qui se déroule au Paul Ricard, qui était d'ailleurs un volant qui avait été créé à l'époque justement, alors je me souviens plus de l'année de création, mais qui avait permis de repérer beaucoup de pilotes, qui avait commencé à Manicourt, après au Paul Ricard, et là ils l'ont relancé il y a quelques années, et du coup ça permet aussi de repérer des jeunes pilotes, donc ça c'est top. Il y a Richard Mille aussi qui fait ça. C'est vrai, Richard Mille aussi, ouais, exact. Il y a un volant qui est fait par Jacques Villeneuve notamment aussi, qui s'appelle le Feed Racing. Donc voilà, il y a 2-3 volants qui existent encore aujourd'hui. J'espère que ça va durer. Bah ouais, j'espère aussi, parce que c'est clair que ça permet vraiment, pour des pilotes qui n'ont pas beaucoup de moyens, de se faire repérer, de potentiellement lancer une carrière, quoi. Donc ça c'est clair. Et donc sur ce volant-là, on raccroche le wagon. Sur ce volant assez haut, donc en 2009, je termine deuxième à quelques centièmes de seconde du premier, alors que on se battait bien avec lui et j'étais plutôt à l'aise, et du coup j'étais complètement déçu et dégoûté parce que t'imagines bien, du coup je passais à côté de la bourse. Et il y a même une petite histoire par rapport à ça parce que je crois qu'à la base t'étais devant au classement. Ouais, en fait dans la demi-finale j'étais devant effectivement. En plus j'avais quelques dixièmes d'avance, donc c'était cool. C'était confortable, on va dire. Ça commençait à être. Ouais. Après c'est, tu vois, 2-3 dixièmes, c'est vrai qu'aux yeux du grand public ça peut paraître ridicule, c'est rien du tout, mais en fait 2-3 dixièmes c'est déjà énorme quand on est sur un circuit. Et ouais, c'était à peu près l'avance que j'avais, et du coup j'étais peut-être trop confiant du coup à l'issue de la finale.
Et je me suis peut-être trop relâché en me disant que c'était gagné, alors que ça, c'est la leçon du coup qu'il faut retirer aussi de ça, c'est que la course automobile, tant que t'as pas passé le damier en tête ou que t'as pas du coup terminé ton tour en tête, ton chrono, c'est jamais gagné. Il peut toujours se passer plein de trucs et il y a plein d'exemples. Mais on verra par la suite que t'as aussi eu le même exemple, mais dans le sens favorable. Oui, donc, exactement. Quoi, exactement. Et bon, et bref, et tout ça pour dire que voilà, donc je termine deuxième. Dégoûté. Ça a été voilà, grosse déception. Je pensais que tout s'arrêtait là parce que c'était finalement un peu mon salut, on va dire, ce volant. C'est ce qui me permettait de pouvoir accéder à la compétition automobile, enfin à la monoplace plutôt. Et du coup, bon, je me disais, bah voilà, autant tout arrêter maintenant, je vais pas pouvoir continuer à aller plus loin, ou alors retourner en kart, ce qui était aussi très bien. Hein. Je pense que si ça avait été le cas, ça aurait été super. Dans ta tête, tu t'es presque dit, je renonce à une vie professionnelle de pilote professionnel, c'est mort quoi. Bah, c'est vrai que moi, ce qui me faisait rêver à l'époque, et comme la plupart des pilotes de kart, c'est la monoplace et la F1. Donc là, les portes se fermaient clairement pour ça. Donc bon. Ça a été un moment qui, c'est vrai, qui a été difficile. C'était, je me souviens, je crois que la finale, c'était au mois de septembre. Et ouais, le mois qui a suivi, c'était pas très joyeux, pas très glorieux, quoi. C'était la déprime, quoi. Ouais, c'était la grosse déprime. Bon, bref. Et voyant que ça avait été assez serré, j'avais quand même gardé des bons contacts avec la Fédé, du coup, qui, elle, permettait de donner, on va dire, le complément de budget pour le vainqueur. Donc la FFSA, c'est ça ? FFSA, voilà, c'est ça, Fédération Française du Sport Automobile. Et en fait, du coup, voyant que ça avait été assez proche, etc., ils avaient... donc j'avais pu bénéficier d'une bourse de mon comité régional de Normandie, et bénéficier aussi d'un autre petit budget de leur part, qui m'a permis finalement de pouvoir malgré tout m'engager pour la saison 2010. T'avais juste un petit reliquat à mettre en plus, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc il a fallu que j'aille à la chasse aux sponsors. Donc c'était, on va dire, vraiment les premiers moments de ma carrière de pilote où il a fallu que j'aille démarcher, me vendre en fait. Donc endosser la casquette du commercial. Et je suis content d'ailleurs de l'avoir commencé assez vite parce que au final c'est quelque chose qui m'a servi et qui me sert encore aujourd'hui, parce que les budgets, peu importe les résultats qu'on a, etc., il faut quand même en amener. Donc chaque hiver, il faut repartir à la chasse aux partenaires. Sans même penser, pour bien expliquer pour les auditeurs, sans même penser à te payer toi, c'est juste financer la saison. Ouais, c'est ça. Je sais même pas si, je crois que jusqu'à maintenant, à part, j'ai reçu quelques petites choses, on en parlera plus tard. Mais à part ça, sinon, ouais, je crois que je me suis jamais versé 1 euro de mes partenaires pour la compète, quoi. Ça, c'est la vraie passion, ça. Bah ouais, même si parfois, tu vois, on a un peu de surplus de partenaires d'une saison à l'autre, soit on s'engage pour une course en plus, soit du coup ça permet de changer un casque, de racheter, des gants, des machins, enfin bref, il y a plein de trucs, mais c'est vrai que tout l'argent des partenaires en général est réinvesti pour la course. Donc là, t'accèdes à un premier step dans ton rêve, c'est-à-dire tu peux t'engager en F4. Ouais, exactement. Et qu'est-ce qui se passe cette saison ? On est en 2011, c'est ça ? 2010. 2010. Ouais, c'était 2010, donc première saison de F4. C'était une totale découverte pour moi. J'avais pas beaucoup d'entraînements. On avait fait quelques entraînements avec la Fédé sur le circuit Bugatti, justement au Mans, qui ont permis de bien se préparer malgré tout. Mais tu vois, pas une énorme expérience de la monoplace encore. Et donc arrive la première course à Motorland. Donc c'était le circuit de Motorland à Alcaniz. C'est dans le plein milieu de l'Espagne, perdu, mais super circuit, vraiment belles infrastructures, le tracé est super chouette. Et donc c'était le théâtre de la première course. Donc là, il y a des gros noms déjà qui se sont engagés pour la saison, d'ailleurs des pilotes qu'on retrouve au plus haut niveau aujourd'hui, notamment Stoffel Vandoorne qui a été pilote McLaren pendant 2 saisons, il me semble. Norman Nato qui maintenant est pilote en Formula I, Paul Louchatin qui roule aux 24 heures du Mans. Voilà, enfin pas mal de pilotes. Il y avait Mathieu Jaminet aussi qui est pilote officiel Porsche maintenant, donc ça roulait fort, quoi. Ouais, ça roulait fort. Et d'ailleurs, je les salue tous aussi. Et ça serait cool. Ça serait cool qu'on arrive tous à se revoir là, de la promo 2010 de la F4, ça pourrait être marrant. Et bref, tout ça pour dire que on arrive à Motorland et bon, moi aucune expérience, mais bizarrement et j'arrive même parfois pas trop à comprendre pourquoi encore aujourd'hui. J'arrive sur ce meeting
ultra serein et ultra détendu. Mais aucune pression, aucun stress. Ça, c'est les circuits de billes, ça. Ouais, ça va être tellement entraîné, les circuits de billes. Peut-être que le tracé, je me suis dit, mais en fait, je le connais déjà par cœur, ce truc. Je l'ai déjà fait, un circuit de billes. Peut-être, mais en tout cas, ouais, et bizarrement, aucune pression, tu vois. J'arrive là, tout allait bien. Enfin, peut-être parce que j'étais aussi heureux de débuter. Ma première course en F4, c'était quand même un rêve de gamin, et du coup, peut-être. Puis t'étais encore un gamin en plus. Ouais, bref, ouais, j'avais 18 ans, quoi. Ouais, c'est ça, 17, 18 ans. Ouais, 18, c'est ça. Et donc, je débarque là-bas, et puis arrivent les qualifs. Et là, sans avoir beaucoup d'expérience, comme je disais, etc. Première qualif, et si je me souviens bien, je crois que je termine 3e de la première qualif et 5e de la deuxième. Donc c'était un peu la surprise. Sur 20 engagés pour. Ouais, on était une vingtaine de pilotes engagés, ouais, c'est ça. Et donc voilà, un peu la surprise, que ce soit de mon côté, évidemment, moi le premier, ou d'autres personnes autour, la Fédé et tout, parce que c'est vrai qu'il y avait, comme on disait, pas mal de pilotes qui avaient déjà roulé dans des championnats du monde de kart, qui avaient une grosse expérience. Et bon, mais du coup, c'est peut-être justement cet état de sérénité qui a fait que j'arrivais à rouler complètement libéré. Et du coup, souvent j'y repense à ce week-end, même encore aujourd'hui, tu vois, plus de 10 ans après, où je me dis, bon, il faut réussir à avoir cet état d'esprit, cette sérénité pour aller vite, en fait. Et c'est vrai, hein, plus on est tendu, plus on est stressé, et en général, plus on fait des bêtises, et moins on va vite. T'as moins le flow, enfin, c'est moins naturel peut-être. Ouais, c'est ça, et puis si tu veux, t'es un peu plus tendu, donc tes gestes sont moins naturels, c'est plus saccadé, alors que pour rouler vite, en général, il faut quand même beaucoup de fluidité, hein. Il faut, tu vois, regarder loin, projeter son regard. Et donc plus t'es tendu en général, et plus t'as les yeux rivés sur ton tableau de bord, juste devant tes roues, qui est pas terrible. Et donc bon voilà, ça c'était un petit aparté pour dire que ça c'est vrai que de toute façon c'est le mental, hein, ça joue énormément, et plus on est libéré, plus on est détendu, et en général plus on va vite. Il y avait ta famille aussi qui était venue te voir. Ouais, la famille était là, et d'ailleurs ouais, ça c'était aussi un petit truc marrant. C'est vrai que du coup pareil, mes parents et mes frères étaient tout contents aussi que je puisse faire ma première course, et donc ils avaient décidé de venir me voir. Donc comme je disais, c'est en plein milieu de l'Espagne, hein, c'est un circuit qui est un peu isolé dans le désert, et la famille habite à Rouen, donc il y a quand même une petite trotte, hein, de la Normandie jusqu'au milieu de l'Espagne. Carrément. Et du coup ils se sont dit, bon allez, on va louer un camping-car, et on vient de voir. Et du coup c'était la première expérience pour eux en camping-car, donc ils descendent toute la route, machin, donc tout va bien jusque là. Et ils arrivent, je crois que je sais plus, ils ont dû arriver le vendredi soir ou le samedi matin. Et nous, les qualifs devaient être le vendredi, je pense, ou samedi matin, pareil. Mais il faisait encore beau. Et ils arrivent, et là, il se met à tomber, en tout cas le samedi soir, déluge, grosse tempête. Et ils étaient dans les paddocks à côté du circuit, mais qui étaient complètement en terre et tout. Un peu sable, machin. Et enfin, grosse galère. Je crois que le camping-car, il y avait à moitié, il fuyait à moitié. Il y avait, en gros, ils étaient trempés. Ils n'arrivaient pas à faire fonctionner toute la douche, le machin et tout. Donc, en gros, dans la mémoire de mes frères, ça reste un des pires week-ends de leur vie. Parce qu'ils sont pas du tout passionnés d'automobile. Voilà, bon, en plus, eux, ils sont pas du tout passionnés, mais bon, je pense que, non, mais ils étaient quand même contents de venir, si tu veux, mais ouais. C'est juste que tous les à côté, et comment ça s'est passé, en gros, c'était grosse galère, quoi. Est-ce qu'ils sont revenus te voir depuis? Eh bah, figure-toi que, même pas, du coup. Alors, c'est pas tant parce qu'ils ont été dégoûtés du sport auto, je pense que c'est aussi plus une question d'organisation, ouais. Etc. Mais non, je pense que l'occasion se représentera, enfin j'espère. Mais c'est vrai qu'ils sont jamais revenus, ou alors peut-être une seule reprise, mais je suis même pas sûr. Non, comment ils s'appellent tes frères? Thomas et Paul. On les salue, ils pourront nous confirmer ou infirmer si, ouais, s'ils sont déjà venus voir. Là, je pense qu'il va y avoir des règlements de famille là. C'est clair. Non mais bon, en tout cas, à chaque fois quand ils en reparlent, du coup ils disaient que c'était la grosse galère et tout, et qu'ils avaient été un peu dégoûtés de ce week-end-là. Mais bon, pareil, hein, c'est des vieux souvenirs, donc on en rigole maintenant. Mais ouais, je pense que pour eux c'était un moment assez inoubliable dans tous les sens du terme. Et la suite du championnat, comment elle se passe pour toi? Bah écoute, pas trop mal. Donc c'était effectivement première saison de course. Donc le premier week-end c'était vraiment bien passé. Du coup à l'issue de la 3e et la 5e place en qualif, à chaque fois je loupe un peu mes départs, et du coup je termine 5e et 7e. Ouais. Et en fait j'ai toujours un peu tourné autour de ces places-là, entre la 5e et la 7e position. Et il me semble qu'à la fin du championnat, je dois terminer 7e. Donc derrière, on va dire tous les gros cadors de la catégorie. Premier des, entre guillemets, newbies, quoi.
Ouais, on peut dire ça un peu, ouais. On peut dire ça, un peu le premier de ceux qui avaient peu d'expérience, hein. Il y avait d'autres pilotes aussi qui étaient dans mon cas. Mais oui, je pense que c'est... Ouais. Donc prometteur, c'est quand même une belle saison. C'est ça. Prometteur, moi j'avais pris beaucoup de plaisir, mais j'avais envie de plus, tu vois. Effectivement, en tant que compétiteur, on prend du plaisir sur la piste, ça c'est indéniable, mais on en prend encore plus et c'est un peu comme une drogue, hein, mais quand on gagne et quand on est devant. Et donc du coup j'avais vraiment envie de pouvoir pousser et continuer, mais cette fois pour jouer les premières places, donc en arrivant un peu plus entraîné, en étant... en ayant un peu mis plus de moyens si j'en avais la possibilité avec des nouveaux sponsors, ce qui a été le cas au final. C'est quoi les choix qui s'offrent à toi à la fin de cette saison ? Alors deux possibilités, soit pouvoir accéder à la catégorie supérieure qui était la Formule Renault. Formule Renault, donc on est sur des voitures plus puissantes. Ouais, c'est ça, donc là tu vois la F4, on est sur une voiture qui à l'époque faisait 140 chevaux pour, on va dire à peu près, si je dis pas de bêtises, autour des 450 kilos je pense. Donc ça marche déjà quand même ça pas marche mal, déjà bien, parce que en plus c'est un châssis en carbone, t'es très bas, le centre de gravité est très bas, t'as des pneus slick, donc tout est fait pour que la voiture soit ultra performante. T'as un peu d'aéro aussi. Et puis après, donc la Formule Renault, qui est la catégorie du dessus, où là pour le coup t'as un moteur plus puissant, t'as à peu près 200 chevaux, 200-220, avec une voiture qui pèse à peu près la même chose, de l'aéro encore plus poussé, donc encore plus de grip aéro, des pneus plus larges. Donc voiture qui est vraiment plus performante. Mais tu t'y connais un petit peu en aéro maintenant, donc... Ouais, c'est vrai que depuis quelques années, là, c'est un peu ce qui m'occupe, ce qu'occupent mes journées, mais... Et donc la Formule Renault, catégorie supérieure, donc aussi... Plus de budget. Là, on serait aux alentours de combien, juste pour que les gens visualisent un peu ? La Formule Renault, tu fais par rapport à la F4 à peu près du x3, x4. Donc on avait dit 120 000 ? Ouais, donc t'es à peu près entre 3 et 400, on va dire. Ok. Ouais, pour faire une saison encore une fois, on parle d'une saison. Ouais, pour une année, voilà, c'est ça. Donc qui commence au mois de mars et qui se termine au mois de début novembre, quoi. Donc ouais, c'est des gros budgets. Et donc Formule Renault, évidemment moi c'était vraiment le choix numéro 1. J'avais envie de rejoindre la catégorie. Beaucoup de pilotes en plus du championnat rejoignaient aussi la catégorie. Ouais. Donc c'était, on va dire, la suite logique. Ou soit du coup je retentais une deuxième année en F4 pour cette fois aller chercher le titre et vraiment jouer devant. C'est vrai que de passer en Formule Renault sur une nouvelle voiture, ça aurait été tout un nouveau processus d'apprentissage. Donc ça aurait été difficile de jouer devant et donc de se faire repérer par les potentiels partenaires ou écuries. Ça aurait été très compliqué. Donc au final... ça combiné au budget, j'imagine que tu choisis la... Du coup voilà, donc il a fallu un moment pendant l'hiver se dire on est raisonnable ou pas, et du coup on a choisi plutôt cette voie-là, dans l'idée de pouvoir vraiment continuer et comme on disait, avoir des résultats. Et donc le choix s'est naturellement porté vers la F4. Donc refaire une deuxième saison. Avec des plus grosses ambitions. Voilà, plus grosses ambitions, les voitures restaient les mêmes. Il y avait quelques circuits qui étaient aussi les mêmes que l'année d'avant, donc ce qui permettait de capitaliser en fait là-dessus et de pouvoir tout de suite être performant. Et aussi du coup de pouvoir, comme on disait, essayer d'aller chercher des nouveaux partenaires grâce aux résultats potentiels qui allaient se présenter devant nous, parce que en fait ça reste super important de pouvoir avoir des photos de podium, des choses comme ça pour les partenaires. Bien sûr. Quand même, c'est pareil. Pour être mis en avant par ce biais-là. Donc là on est en saison 2011. Voilà, donc saison 2011, deuxième saison F4, avec l'ambition d'aller chercher le titre. Ouais. Donc là, d'autres nouveaux pilotes qui du coup ont fait carrière derrière se présentent aussi dans le championnat. Notamment je pense celui qui est le plus connu et qui a fait une super saison 2020, qui a le même prénom, du coup je pense que beaucoup l'ont déjà reconnu, mais qui s'appelle Pierre Gasly et qui d'ailleurs a gagné son premier Grand Prix à Monza et qu'on salue aussi. S'il écoute. Il est à Dubaï, je crois, en ce moment là, il devrait. Ouais. Je vais peut-être bientôt le rejoindre. Oui, ça va. Exact. Bon, on verra. Mais du coup voilà, donc Pierre Gasly, il y a après d'autres pilotes, Mathieu Vaxivière, Andrea Pizzitola, qui ont aussi joué beaucoup devant dans le championnat. Mm-hmm. Et donc le championnat se passe très très bien au début. On va dire qu'à mi-saison, j'étais en tête. J'avais eu pas mal de pole position, pas mal de victoires sur les 3-4 premiers meetings. Mm-hmm. Ça se passait vraiment vraiment bien et j'étais content, j'étais bien encadré aussi. J'avais un coach à l'époque qui m'a bien aidé, qui m'a mis vraiment sur les bons rails, que ce soit côté technique de pilotage, préparation physique, préparation mentale. Enfin voilà, il y a tout un aspect global où là l'idée c'était vraiment de ne rien laisser au hasard,
Contrairement à l'année d'avant où c'était la découverte, là c'était vraiment... T'avais une professionnalisation en fait. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, voilà, on rentrait vraiment plus dans le cadre du sport pro et vraiment de la préparation pour, encore une fois, ne rien laisser au hasard. T'avais le statut de sportif de haut niveau ? Oui, ouais, ça j'avais le statut du coup avec le ministère de la Jeunesse et des Sports qui était aussi bien utile. Ça a permis aussi de décrocher des bourses, de pouvoir être présent dans des événements, puis mettre en avant le projet envers des entreprises. Donc ça, ouais, ça c'est pareil, on va dire... je remercie bien la Fédé pour ça parce qu'ils m'avaient bien aidé à l'époque justement pour avoir ce statut-là. Et donc après la deuxième moitié de saison, les choses se sont un peu plus compliquées malheureusement. J'ai fait quelques bêtises, on va dire. Il y a eu quelques accrochages, quelques problèmes techniques qui ont fait que du coup, au fur et à mesure qu'on se rapprochait de la fin du championnat, j'ai un peu perdu des points, soit bêtement, soit par malchance. Et du coup, ce qui fait qu'on se présente à la dernière course et malheureusement, j'ai été en lice encore pour la 3e place du championnat. Juste pour expliquer pourquoi les 3 premières places sont si importantes. Oui, alors à l'époque, les 3 premières places, lorsque on terminait dans le trio de tête du championnat, on passait en équipe de France l'année d'après. Donc équipe de France, on va dire que c'est vraiment les espoirs du sport auto qui seront pareil mis en avant et qui auront, on va dire... des bonnes capacités pour aller plus loin, quoi, pour faire carrière. Ils seront aidés plus que les autres, quoi. Ouais, c'est ça, ils seront aidés plus que les autres par la Fédé, ils seront aussi repérés par les bonnes écuries. Il y a aussi des partenaires qui gravitent autour et qui permettent du coup de financer les saisons. Donc ouais, il y a beaucoup d'avantages à être en équipe de France. Et malheureusement, dernière course, je me fais percuter par un pilote au départ, alors que j'étais bien placé, je crois que j'étais 3e ou 4e. Mais je me fais accrocher et du coup je repars dernier et par on va dire l'addition des points, Pierre Gasly du coup a réussi à terminer en tête et du coup à revenir à égalité de points avec moi au championnat. Donc on était 3e ex-aequo en termes de points. 2 Pierre ex-aequo, c'est ouais, beau. deux Pierre ex-aequo. En plus, c'est nos parents habitent, on a grandi à, je pense, 1 kilomètre l'un de l'autre. Ouais, c'est incroyable l'histoire. Et du coup, lui, il vient de Bois-Guillaume, moi de Mont-Saint-Aignan, qui sont 2 villes à côté de Rouen. Et voilà, on habite vraiment à côté. Donc ça, c'était un petit clin d'œil, c'est assez drôle aussi. Et donc, on termine 3e ex-aequo de cette saison, sauf que il avait un podium de plus que moi. Et du coup, il a la 3e place officielle du championnat et moi 4e. Donc pareil. Grosse désillusion. Ouais, grosse déception, grosse désillusion. Parce que même chose, je m'attendais à ce que tout soit un peu terminé, si tu veux. Même si j'avais envie de rien lâcher. Mais c'est vrai que quand ça demande des moyens comme ça, quand tu t'arrives pas, on va dire, à avoir le soutien par les résultats, du coup, c'est compliqué, quoi. Donc, du coup, c'était, période aussi pas facile. Mais en parallèle de ça, en parallèle de la saison, j'avais continué de bien démarcher des partenaires, de mettre en place des dossiers. Là, c'est Pierre le commercial qui... Voilà, mon site internet et tout. Et ce qui fait que grâce aux résultats que j'avais eu pendant la saison, qui malgré tout étaient quand même pas mal, tu vois, je termine 4e, mais avec pas mal de victoires, des podiums et tout, donc ce qui m'a permis aussi de pouvoir mettre ça en avant. Et pendant l'été, en fait, j'avais été contacté par un partenaire, une grosse boîte, et qui m'a suivi du coup pour la saison 2012. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Ça, j'ai signé le partenariat fin de l'année 2011. C'est-à-dire qu'ils avaient signé avant même de savoir où t'allais concourir ? Oui. En fait, eux, ils avaient le souhait que je passe en F3. Ok. Donc, on va dire avec la Formule Renault, les 2 catégories qui sont la suite logique de la F4. Plus ou moins les mêmes budgets ? Ouais, à peu près les mêmes budgets. En tout cas, dans le championnat de F3 que je voulais faire, qui était pas... parce qu'il y avait un championnat, on va dire, le plus international, la F3 internationale, qui, elle, demandait des gros budgets, parce que sur les voitures, il y avait du développement, on était vraiment dans une autre logique. Ouais, tu rentrais vite dans des budgets d'1 demi-million d'euros. Même pour la F3 internationale, c'était plus autour des, 700-800 000 à l'époque. Ouais, donc ça commence à faire... c'est impressionnant. Non, mais c'est vrai, quand on sort ça du contexte, les sommes peuvent paraître monstrueuses. Quand tu compares ça avec la vie de tous les jours, 800 000 euros, t'as un truc incroyable, un appart, une maison de fou. C'est pour ça que c'est important de remettre dans le contexte, en tout cas pour la plupart des cas, c'est pas les pilotes qui payent en propre, ils ont des accompagnements, des entreprises
entreprises qui se placent. Bah, sauf voilà, sauf les grosses pilotes fortunes qui ont personnelles. qui ont des familles qui peuvent se permettre, mais bon, malgré tout, il y en a quand même pas beaucoup. Et après, oui, c'est de l'argent d'entreprises, de partenaires. Alors, c'est de l'argent qui, en tout cas, enfin moi, ce que j'ai essayé de faire, effectivement, c'est de pouvoir leur montrer que cet argent-là qu'ils vont investir sur moi et dans mes saisons, que je puisse leur apporter quelque chose en retour. Ouais. Voilà, Ouais. c'est ça. Parce que, effectivement, d'apposer simplement l'autocollant ou, tu vois, il y a peu d'intérêt à part en F1 ou aux 24 heures du Mans, en fait. C'est que dans ces championnats-là où tu as de la visibilité de télé. Nous, même si on est retransmis, il y a quand même pas énormément de gens qui regardent, malheureusement. Mais du coup, il faut réussir à créer d'autres moyens de les intéresser. Et notamment, c'est essentiellement par la création d'événements, en fait. Tu vois. Donc, soit de faire des initiatives pour leurs commerciaux, leurs clients, les inviter sur des événements, créer des événements, exposer la voiture. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Ouais, tu faisais de l'événementiel en fait. Ouais, bah c'est ça en fait. C'est clairement la deuxième partie du métier de pilote. Enfin, en tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est effectivement ça, de pouvoir réussir à se vendre et à créer des événements autour de ça. Pour pouvoir intéresser les entreprises. Et ça, t'aimais vraiment cette partie ou c'était un peu la corvée pour toi? Non, je t'avoue, en vrai, non, c'est une partie qui prend beaucoup de temps. Ouais, c'est chronophage. Même chose, hein, t'as beaucoup de désillusions. Hein. Je sais pas combien de rendez-vous j'ai eu ou d'entreprises que j'ai pu rencontrer. Enfin, le taux, tu vois, de conversion est assez faible. Ouais. Donc, il faut vraiment passer du temps au téléphone, faire des mails. Mais bon, au fur et à mesure, après, on commence à prendre l'habitude, on sait éviter les pièges et vraiment comment mettre en avant notre projet. Donc, Et puis je pense au début, quand t'es jeune, t'es un peu tout fou et dès qu'on te dit oui, j'accepte, tu t'imagines que tu vas convertir, alors que maintenant, j'imagine que t'as plus cette, entre guillemets, naïveté, tu vois. Ouais, exactement. C'est un peu comme pour la course, si tu veux, c'est... faut jamais se réjouir avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Là, faut jamais se réjouir avant d'avoir reçu le chèque, en fait. J'ai beaucoup de partenaires aussi qui m'ont dit ouais, c'est super ton truc, attends, vas-y, je te sponsorise. Puis tous les jours, j'allais voir ma boîte aux lettres, et puis bon, t'as jamais rien, et non, jamais eu. Et puis bon, après, j'ai plus entendu parler d'eux, malheureusement, c'est comme ça. Ouais. Mais voilà, donc ça c'est pareil, il faut le savoir, et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, on va dire. Et du coup, l'expérience est faite, et au fur et à mesure, on va dire, des années, ça a été de plus en plus fluide, et ce qui m'a permis de trouver de plus en plus de partenaires. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de partenaires fidèles qui me suivent depuis plusieurs années, et que d'ailleurs je remercie aussi beaucoup, parce que c'est vrai que on le dit pas assez, mais sans eux, voilà, moi après la Formule Renault, en tout cas, j'aurais jamais pu, après la F4, j'aurais jamais pu continuer de courir si j'avais pas eu certaines personnes, certains entrepreneurs qui m'ont fait confiance et qui m'ont suivi. Le sponsor dont tu parlais tout à l'heure, qui t'a relancé, en fait, en tout cas qui a signé avant même de savoir dans quelle catégorie t'allais concourir, il fait toujours partie de tes sponsors? Alors, à moins grande échelle, okay. Celui-là, c'est pas le plus important. Il a continué de me suivre quelques années après, en ce moment, beaucoup moins, et même là, ces derniers temps, plus du tout. Ok. Mais pour diverses raisons, parce que c'est un grand groupe, je sais pas si... Tu peux citer, hein, moi je m'en fiche, c'est toi qui... Bon, oui, de toute façon, c'était le groupe, c'était les casinos Partouche, en fait, du coup, qui m'ont beaucoup aidé pendant deux années, à pratiquement financer toute ma saison, donc c'était voilà, un gros soutien. Et puis après, bon, il y avait eu un petit couac avec l'écurie dans laquelle je courais l'année d'après, donc justement là, on y revient un peu. Tu t'engages sur quelle catégorie? Donc là, saison 2012. Ouais, donc F3. Et en fait, donc étant donné que c'était un groupe de casinos, il y a le Grand Prix de Macao qui est très connu, qui du coup se court exclusivement en F3 pour la monoplace. Et du coup, l'idée en fait à terme, c'était de pouvoir donc m'engager sur une première saison avec eux en championnat d'Europe, et ensuite pouvoir participer à cette fameuse course de Macao, qui est en fait un peu comme le Monaco, on va dire, en Europe, sauf que là du coup c'est en Asie. Macao, c'est une ville de jeux où il y a beaucoup de casinos. Il y a notamment cette fameuse course qui est une course de dingue sur un circuit complètement fou, où j'adorerais courir un jour. Ça s'est pas encore présenté, mais c'est un circuit, contrairement à Monaco, qui est très très rapide, qui est en ville aussi, où les rails sont très près, mais il y a une section où on atteint des vitesses pas possibles, et on frôle les rails à quelques centimètres. C'est le côté adrénaline qui... Ouais. Du coup en F4, j'avais couru au Grand Prix de Pau, déjà en ville, et qui est pareil, j'avais adoré, ça faisait partie de mes circuits préférés. Mes deux circuits préférés, c'était Spa et Pau. C'est ta maman qui va être contente. Ouais. Le circuit de Pau-Ville, c'est un truc, c'est complètement à part en fait. Même si on va moins vite, on va pas très vite, contrairement à d'autres circuits, on a une telle sensation de vitesse quand on est entre les rails, en fait, si tu veux. La piste est beaucoup moins large, et surtout notre champ de vision est extrêmement réduit, parce que autour t'as des immeubles, t'as des arbres, t'as des machins.
Et du coup, t'es vraiment concentré que sur ta vision, on va dire vraiment droite, et tu vois rien autour, donc t'as les sensations de vitesse qui est encore décuplée, et ça te fait des sensations juste incroyables, quoi. Donc ouais, non, ça c'est vrai que ces circuits-là, et Spa, bon, c'est complètement mythique aussi. C'est un circuit sur lequel j'ai toujours rêvé de piloter. Et tu l'as pas fait encore? Si, justement. Si, tu l'as fait, et du coup, en F4, et bah, ça avait bien marché. C'était un circuit que j'avais adoré aussi. Et bon, du coup, non, il y a encore certains circuits comme ça dont je rêve, sur lesquels je rêve de piloter. Et j'espère un jour que ça se produira. Donc, il y a Macao, entre autres. Et c'est un circuit qui te fait peur, ou par exemple Macao, d'une certaine manière, ou pas du tout? Peur, non. En vrai, je pense que la peur... enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pas souvent peur en voiture. Enfin, il vaut mieux pas, parce que si tu commences à avoir peur, de toute façon, comme on disait tout à l'heure, hein, t'es un peu tétanisé, puis c'est là où tu risques de faire des bêtises, et c'est là où tu risques surtout de pas être performant, quoi. Et d'avoir peur en voiture, je pense que quand on a ce sentiment-là, il vaut mieux arrêter tout de suite et se dire c'est pas fait pour moi. Donc non, c'est plus en fait le défi que ça représente, quoi, parce que comme on se disait, tu vas à des vitesses de dingue. C'est quoi les vitesses, juste pour donner une idée? Bah, ça dépend des catégories, mais tu vois, donc il y a à Macao, t'as à la fois la F3 et le GT3 aussi, qui est une catégorie dans laquelle j'ai couru après. Donc là, juste pour expliquer pour les gens, t'es soit dans une monoplace, la F3. C'est ça. Et la GT3, tu considérais que c'est une voiture de... En fait, c'est une voiture de grand tourisme. Donc, du coup, l'idée, c'est de prendre une voiture sportive de route. Donc, une GT, qu'est-ce qu'il y a comme modèle? Il y a des Ferrari 488, t'as l'Audi R8, Porsche 911, t'as la Bentley, t'as beaucoup de choses de voitures de ce type-là. Et donc l'idée, c'est de prendre ce châssis, ce moteur, et de, on va dire, à peu près tout transformer autour. De coursifier, quoi. Voilà, de coursifier, de mettre un arceau, de changer les freins, les amortisseurs, mettre de l'aéro, des ailerons, des choses comme ça, changer les pneus, évidemment. Et puis tout passer, on va dire, en électronique de course, en système de course, avec de l'instrumentation, des capteurs dans tous les sens. Et c'est à peu près les ingrédients pour te faire une GT3. Donc c'est des voitures qui ont des performances quand même assez élevées. Tu vois, pour te donner un ordre d'idée, les vitesses de pointe, t'es aux alentours des 280-290 km/h. Avec des charges aéro qui sont quand même énormes, parce que c'est toujours ça, hein, le rapport entre, on va dire, ta charge aéro et ta vitesse. Donc c'est ton appui? Voilà, la charge aéro, c'est ce qui va te permettre de passer vite en virage. Là, c'est l'ingénieur qui commence à parler. Et du coup, la puissance moteur, évidemment, c'est ce qui te permet d'aller vite. Mais du coup, l'un, on va dire, enfin, en tout cas, la charge aéro, plus t'as de charge aéro et moins tu vas vite en ligne droite. Okay. Donc, une GT3, c'est une voiture qui a beaucoup de puissance et qui a aussi quand même beaucoup de charge aéro. Et sur des circuits comme Macao, les vitesses de pointe, je pense que t'es facilement à 280 en ville, quoi. Donc bon. Ça commence à causer. Et sur une monoplace, donc par exemple F3, tu serais aux alentours de la même vitesse? Ouais, alors la F3, pour le coup, c'est moins puissant, même si t'as beaucoup aussi d'aéro, mais t'es plutôt, on va dire aux alentours des 240-250 km/h. Donc moins de vitesse de pointe, mais plus rapide en courbe. Voilà, beaucoup plus rapide en courbe. T'as des virages en F3 qui passent à fond, pratiquement à 230. Donc je sais pas si vous imaginez, mais c'est juste non, mais c'est des performances. Enfin, quand on est dans la voiture, parfois on se rend plus compte, c'est grisant, quoi. On est dans un univers, dans un monde parallèle, en fait. C'est ça qui est fou, et surtout dans les circuits en ville, où parfois on a vraiment l'impression d'être dans un autre monde, quoi. Et c'est celui qui le représente le mieux, d'ailleurs, c'est Senna, hein, quand il a fait son tour à Monaco, où il disait carrément qu'il avait le sentiment d'être en dehors de la voiture, et en fait qui voyait la voiture se piloter en fait d'elle-même, et lui il était presque plus conscient de ce qu'il faisait, quoi. Donc ça, on va dire que c'est le paroxysme de... Il y a plus tu veux dire, t'es un tel niveau de concentration que t'as même plus l'intellectualisation, et c'est presque automatique tes gestes. Ouais, c'est ça, en fait. T'es presque dans l'automatisation et juste dans le ressenti, en fait, si tu veux. T'oublies un peu ta technique et t'es vraiment dans le feeling le plus total, quoi. Bon, après, c'est des états qui sont pas faciles à reproduire, mais quand t'arrives à le faire, c'est super puissant. C'est la plénitude, quoi. Ouais, c'est ça. Ça doit être incroyable. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu ce qu'on recherche tous quand on est dans une voiture de course, surtout en qualif. On va dire de se lâcher complètement, de plus penser à rien, et d'appliquer tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a préparé en amont, et pour tout donner, quoi. Et c'est ça, en fait, c'est cet état-là, on va dire, de tes sensations qu'on recherche, et qui est le plus magique, en fait, dans la course. C'est comme si tu jouais une partition à la perfection, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Mais tu vois, tu le récites naturellement, en fait, et
t'es même presque pas conscient en fait de ce que tu fais, c'est vraiment ton corps et ton esprit qui se traduisent en fait dans la voiture, et tu fais complètement lien en fait avec ta voiture. Et c'est ça qui est beau. Vous l'avez compris, on pourrait digresser pendant très longtemps. Ouais, là, on part un peu dans la philo. Je rappelle qu'on est en 2012. Hein. Nous sommes en 2021 maintenant. Ah oui, exact. Donc, qu'est-ce qui se passe pour cette saison 2012 ? Donc, les casinos partouches. Les casinos partouches, donc, m'ont fait confiance et du coup m'ont permis de courir pendant la saison. Et bon, il y a eu quelques petits clashs avec l'équipe dans laquelle je courais, et qui fait que bon, ça s'est pas bien passé. Ils ont été un peu déçus de l'expérience. Enfin, on va pas rentrer dans les détails du truc, mais il n'y a pas eu forcément un respect total de ce qui avait été prévu. Ouais, c'est ça, dans les contrats, etc. Enfin, ouais, c'est vrai que c'est un peu long à expliquer, et puis c'est pas le plus intéressant. Mais donc, toi, c'est une saison qui est un peu blanche pour toi. Malheureusement, qui a été un peu amputée, parce que j'ai pas pu finir la saison. Et du coup, bon, malheureusement, on a dû s'arrêter là. Le groupe m'a quand même suivi dans d'autres catégories par la suite, mais à plus petite échelle. Ce qui est ironique, par contre, c'est que tu avais notamment des problèmes liés à l'aéro. Est-ce que ça t'a pas donné envie d'être ingénieur aéro par la suite ? Écoute, je sais, non, je pense pas que ce soit ça qui m'ait donné envie de bosser dans l'aéro. Non. Mais c'est vrai que on avait quelques soucis aéro sur la voiture qu'on n'arrivait pas tout à fait à comprendre et à faire fonctionner. Et c'est parti à cause de ça que on n'avait pas pu continuer la saison. Mais bon, écoute, voilà. Après, ça arrive aussi, je veux dire, qu'il y ait des problèmes techniques. Ouais, bien sûr. Des problèmes autres qui sont pas trop de notre fait. Bon, voilà, faut savoir les accepter. Et ça fait partie de la vie je pense, d'un sportif en général. Il y a parfois, c'est même rare que toutes les planètes soient alignées en permanence. C'est clair. Et, du coup, voilà. Écoute, là, malheureusement, la saison, ne continue pas. Donc, t'as une petite vingtaine d'années ? Ouais, c'est ça. Je devais, exactement. J'avais, quand je me suis engagé dans le championnat, j'avais 20 ans. Ouais. Et là, tu te dis quoi ? Tu dis la F1, c'est mort, ou tu y crois encore ? En fait, c'est vrai que, comme on disait plus tôt, l'idée, c'était de pouvoir aller en F1. C'est le rêve quand on commence en monoplace, quand on a 15-16 ans. C'est de se dire, l'idée, c'est je veux voir mon nom inscrit au-dessus du garage avec l'écurie, machin truc. Et bon, après, quand on grandit un peu, qu'on mûrit, on se dit, bon, c'est vrai que la F1, c'est quand même compliqué. Il y a très peu de place. Chaque année, si tu veux, on va dire, donc t'as une vingtaine de places en moyenne en F1, et t'as 1 ou 2 baquets qui se libèrent chaque année. Quand on a 2, c'est déjà beaucoup. Donc t'imagines bien sur toute la planète, le nombre de pilotes, etc. Tu rencontres en plus Cédric Vasseur. Frédéric Vasseur, ouais. Frédéric Vasseur, pardon, monsieur. Frédéric Vasseur, tu le rencontres à ce moment-là ? Ouais, mais par un ami en commun, pour contextualiser qui... Donc Frédéric Vasseur, donc à l'époque, il était directeur de l'écurie Art Grand Prix, donc qui est une écurie en fait qui court dans les catégories d'accession à la F1. En F3, en F2, enfin GP2 à l'époque, et qui aujourd'hui, donc Fred Vasseur, il est patron de l'équipe Alfa Romeo en F1. Donc il est passé par l'équipe Renault aussi avant. Une petite équipe quoi. Ouais, c'est ça. Enfin bon, en tout cas, donc c'est vraiment un grand monsieur du sport automobile qui a une immense expérience, qui a vu passer beaucoup de champions du monde dans son écurie d'accession à la F1. Bon, on le salue s'il écoute. Ouais, salut Fred, effectivement. Et du coup, pareil, il m'avait, il y a comme ça dans la vie souvent des rencontres qui font que ça t'aide aussi à prendre du recul et à t'aiguiller. Et Fred, ça a été le cas à l'époque. Et du coup, qui m'avait dit l'idée c'est vraiment, si tu peux, de continuer le plus loin possible en monoplace, mais sache que la F1, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Évidemment, le talent, ça c'est indéniable, il faut avoir vraiment un bon coup de volant, mais c'est pas suffisant, il faut aussi beaucoup un peu de chance, des gros supports derrière, et puis réussir à trouver la bonne opportunité au bon moment. C'est encore une fois ce que tu disais, un alignement des planètes. Là pour le coup la F1 c'est exactement ça, ouais, c'est clair. Il t'avait même dit quelque chose du genre... concrètement, pour arriver au statut de la F1, si tout se passe bien, il fallait 3-4 millions, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, c'est clair que c'est à peu près le chiffrage qu'on en fait, c'est que entre, on va dire, le moment où tu débutes ta carrière donc en F4 et le moment où tu arrives en F1, toi tu auras dépensé, ou quelqu'un aura dépensé pour toi, ou des entreprises auront dépensé pour toi, environ entre 3 et 4 millions. Ce qui est peut-être même plus d'actualité. Ouais, aujourd'hui je pense qu'on se rapproche des 5 millions, je pense. Une bagatelle. Ouais, donc ça c'est les petits à côté de la F. Mais en fait, ça t'a remis pas les pieds sur terre, mais tu t'es dit, ok, en fait, je peux pas tout contrôler de toute façon. Oui, c'est ça, c'est clair que c'est des paramètres qui sont, on va dire, hors de notre portée, ou alors il faut, en tant que pilote, en tout cas, tu peux pas le gérer. Quand tu fais un sport de haut niveau, tu peux pas jongler avec des millions, tu vois, c'est pas possible, donc il faut trouver des gens pour s'en occuper pour toi.
donc des managers, etc. Et pour que toi tu puisses te concentrer à 100% sur ton pilotage, quoi, c'est le plus important. Et donc bon, du coup, ce qui fait que moi ça s'est pas présenté. J'ai pas eu, on va dire, de manager qui m'a permis de financer à ce niveau-là. Et du coup, bon, ce que m'avait dit aussi Fred, c'est que bah voilà, il y a beaucoup d'autres, on va dire, moyens de rouler. Il n'y a pas que la F1 dans la vie. Il y a aussi plein d'autres catégories qui permettent d'être bah, soit professionnel, soit en tout cas de pouvoir rouler, de se faire plaisir. Parce que bon, il y a toujours cet aspect-là aussi. Hein. Il faut pas oublier que même si on est compétiteur, il faut toujours se faire plaisir dans une voiture et que à terme, même si on n'en fait pas son métier, on peut toujours continuer de rouler pour se faire plaisir. Mais surtout que toi, t'en fais ton métier, mais par un autre aspect. Parce qu'on en parlait un peu en fil rouge, mais t'es devenu un GRO. Là, en 2012, t'es étudiant. Ouais, tout à fait. Ouais, comment ça se passe un peu justement Parce que tu continues la course auto, c'est, on va dire, tu jongles entre la course auto et tes études. Ouais, c'est ça. On va aller vite sur cette partie-là, parce que sinon on va vous faire un roman et vous allez jamais écouter. Mais comment ça se passe un peu, justement, ce jonglage entre les deux? Tu trouves une manière de vivre de ta passion aussi, quoi. Oui, tout à fait. Bah, c'est ça, en fait. C'est clair que, bon, on y reviendra, mais aujourd'hui, j'en vis complètement et je roule, on va dire, dans les catégories que je veux, et avec les voitures qui me plaisent, quoi. Et c'est une grande chance. Et tu vois, même de pouvoir rouler, on va dire, sans avoir rien à mettre de ta poche, ou que ce soit d'autres personnes qui te financent. Ça, c'est vraiment le but de départ. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir d'avoir atteint ce but, quoi. Donc ça, c'est top. Et bon, ça, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, ouais, en 2012, donc j'étais en école d'ingénieur, école que j'ai fait à Rouen, et qui du coup m'a permis de me spécialiser en aérodynamique. Donc c'était une école d'ingénieur assez généraliste, pas spécialement orientée vers l'automobile. Mais du coup, moi, l'idée, c'était de pouvoir réintégrer ce milieu automobile via l'aéro, parce que l'aéro, ça reste quand même un grand facteur de performance d'une voiture, surtout en F1, mais dans toutes les voitures. Hein. Surtout que tu étais bien placé pour le savoir, parce que tu avais l'expérience, entre guillemets, de l'intérieur, quoi. Ouais, exactement. C'est ça qui était chouette, c'est que je pouvais à la fois, du coup, parler du ressenti du pilote par rapport à l'aéro, et en même temps, faire les calculs ou les simulations. Tu devais faire des jaloux pendant tes études, non? Bah ouais, non, c'est sûr que il y a pas mal de jeunes, et mon école d'ingénieur encore plus, qui rêvent de ça, et c'est clair que moi j'ai la chance de pouvoir le pratiquer et continuer aussi de le faire. Mais ouais, non, ça c'est sûr que c'est une grande chance. Ouais. Et comment ça se passe un petit peu? Donc petit à petit, tu fais des stages, j'imagine. Tu évolues. Tu rentres chez Renault Sport en quelle année? Alors du coup, je fais mon stage de fin d'études, donc le dernier stage de l'école, en 2015. Okay. Donc voilà, qui était ma dernière année d'école. Et donc là, je fais un stage du coup chez Renault Sport Technologies à l'époque. Donc ça a changé de nom depuis, mais donc c'était l'entité qui gérait toute la partie course en dehors de la F1 chez Renault. Okay, donc il n'est pas aux Ulysses? Alors si, c'était aux Ulysses. Après, ça a migré à Viry, Viry-Châtillon, donc l'autre site de Renault Sport. Et du coup, c'est depuis toujours resté à Viry. D'accord. Et donc, moi, j'ai fait les deux, et je suis retourné aux Ulysses après quand j'ai rechangé de poste. Mais du coup, à l'époque, mon boulot, c'était en tant que stagiaire, de m'occuper des catégories qu'on appelle la compétition client. Donc, c'est en fait toutes les compétitions qui sont issues soit des voitures de série, donc tu vois, comme la Clio Cup, soit sur des voitures complètement dédiées courses, donc comme les monoplaces, donc il y a la Formule Renault 2 litres, dans laquelle je souhaitais courir à l'époque, ou la Formule Renault 3.5 qui était donc n'existe plus malheureusement. 3.5, donc le V8 avec plus de 400 ouais, c'est ça, moi même c'était un monstre. 500. Ouais, c'était juste monstrueux. D'ailleurs, Laurent Urgon, avec qui j'ai tourné un épisode, tu sais, hier, donc on salue aussi, qui travaille aussi chez Renault Sport, donc pilote Renault Sport, me disait que la 3,5 litres, ça commençait à être, entre guillemets, même pour lui, je pense que il est très humble aussi, tu sais, mais à se dire, ouais, ça commence à être trop haut, là, comme ça pousse trop fort. Ça, tu vois, c'est vraiment la catégorie juste en dessous de la F1, quoi. C'est clair que c'est pas des autos dont on a l'habitude de piloter tous les jours, et qui sont ultra impressionnantes à tous les niveaux, que ce soit en aéro. Bon, je parle beaucoup d'aéro, c'est des formations professionnelles. C'est normal. Mais en aéro, sur le moteur, comme on disait, sur le châssis, enfin voilà, tout est vraiment poussé à l'extrême. Et c'est des voitures qui sont à seulement quelques secondes d'une F1, donc ouais, ça pousse. Ça pousse. Ouais, ça pousse. Donc ouais, la Formule 1 3.5, et j'ai aussi eu la chance de piloter et de faire un petit peu de développement et de du coup bosser en tant qu'ingénieur sur une voiture qui, pour moi, je crois qu'aujourd'hui c'est la voiture la plus impressionnante que j'ai pu piloter,
qui est la Renault Sport RS01. Alors c'est pareil, ça parlera peut-être pas à beaucoup de gens. C'est un prototype, on peut dire ça comme ça? C'est un prototype tout en carbone, pareil. Finalement, c'est comme une monoplace en fait, si tu veux, sauf que du coup, c'est un peu plus large. T'as le même moteur que la 3.5. C'était du coup le V8 de la Nissan GT-R. Énormément d'aéro, tout est pareil développé au max et des freins carbone, ça c'est aussi un truc de fou. T'as des photos avec cette voiture? Parce que sinon j'en trouverai sur ouais, Google. Ça, je te fournis avec plaisir. Ça va être trop bien, ça permettra d'illustrer un peu tout ça. C'est une voiture juste... elle est trop belle. Elle est magnifique, et c'est vrai que c'est sur le plan technique, la voiture, ça a été une réussite complète. Malheureusement, sportivement, elle a pas fait beaucoup de saisons. Le positionnement était un peu ambigu, c'était un peu entre une GT3... sauf que c'était plus performant qu'une GT3, donc on pouvait pas courir avec les GT3, mais t'étais pas au niveau d'autres voitures comme les DTM, t'étais pas loin. Hein. Enfin, c'est pour dire, voilà. DTM championnat allemand. Championnat allemand, des voitures de tourisme, mais qui pareil, c'est des protos juste incroyables qui vont à des vitesses pas possibles. Et du coup, bon, voilà, un peu dommage, mais en tout cas, ça reste une voiture exceptionnelle et dont Renault Sport, je pense, est encore fier aujourd'hui. Donc là, on était en 2015-2016. Ouais, c'est ça, 2015-2016. T'es parti aussi en Asie? Oui, alors du coup, bon, ça c'était un peu plus ponctuel, mais en 2016, donc j'intègre Renault Sport et je travaille sur la Formule Renault 2 litres. Donc là, pour le coup, je suis plus stagiaire, mais je suis embauché en tant qu'ingénieur. Donc pour pouvoir travailler sur la Formule Renault et être, on va dire, l'ingénieur référent de la catégorie. Donc l'idée c'était de faire le suivi des clients qui avaient acheté cette voiture et de faire le suivi du coup de tous les championnats, donc faire le support technique. C'est pas trop frustrant de te dire que tu pilotes pas et que t'es à côté? C'est vrai que ouais, de venir sur un circuit sans piloter, c'est surtout au début c'était un peu bizarre, c'était un peu frustrant, mais au fur et à mesure non, ça a été. Et puis surtout ce qui m'a aidé, je pense là-dedans, c'est que en parallèle je continue aussi de courir. C'est vrai. Donc je me disais bon, c'est vrai que ce week-end-là je bosse entre guillemets pour Renault Sport. Je dis entre guillemets parce que c'est presque plus du travail quoi. Quand on est dans t'as jamais l'impression de travailler, ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est beaucoup de contraintes parce qu'on est tout le temps en déplacement, c'est des horaires pas possibles, pas mal de fatigue et tout, mais malgré tout c'est des choses qu'on adore faire, donc même s'il y a des contraintes, ça contrebalance avec tout le plaisir qu'on prend. Donc 2016, voilà, en tant qu'ingénieur chez Renault Sport, et du coup en parallèle je continuais de courir. En fait j'ai jamais arrêté, on va dire, de courir entre 2007 et aujourd'hui. Donc ça c'est pareil, ça c'est top. C'est incroyable même. Et l'idée c'était de pouvoir organiser toutes les courses par rapport au boulot, ce qui en 2016 était devenu compliqué parce que comme je disais, il y avait beaucoup de déplacements, notamment voilà, j'avais suivi un petit peu le championnat asiatique de Formule Renault, donc déplacements à Shanghai, etc. Et il fallait que je revienne et que le week-end d'après j'avais ma course perso, donc c'était voilà, ça commençait à être vraiment compliqué à gérer. Il y avait pas mal de clashs de dates aussi. Oui, en fait tu prenais les avions comme si c'était des TGV quoi. Ouais, c'est ça. Je sais plus. Enfin, mon bilan carbone en 2016 était, je pense, exécrable. Ouais, vaut mieux même pas que je dise combien d'avions j'ai pris, parce que là aujourd'hui on m'insulterait, je pense. Non, mais bon, du coup, ça s'est un peu calmé les années d'après parce que j'ai du coup réorienté ma carrière pro, en tant qu'ingénieur en tout cas, vers un travail, on va dire, un peu plus posé, qui me demandait moins de déplacements, mais qui m'intéressait tout autant et qui était du coup plutôt orienté vers la série, vers les voitures de série, un peu moins vers la course, même si bon, on a des voitures de série qui ont fait des records sur lesquels j'ai travaillé, notamment la Mégane RS trop fière, sur laquelle Laurent Urgon a fait le record il y a quelques mois, quelques années maintenant, peut-être. C'était 2019, mars 2019 si je me souviens bien. C'est ça. Enfin, il en a eu tellement des records qu'on finit par s'y perdre. Ah oui, c'est ça. Et donc du coup, bon, voilà. Le travail était plus posé, donc ça m'a permis aussi de me reconcentrer un peu plus sur les compètes et sur la course. Donc là, tu fais, on peut dire ça comme ça, un gros retour à la course en 2017. Ouais, c'est ça. Sachant que t'avais jamais arrêté, on a bien compris. Voilà, tu l'as dit, mais on va dire là avec des vraies intentions derrière, quoi. C'est ça, des vraies ambitions. On va dire que c'est vrai qu'entre, on va dire 2013 et 2015-2016, même si en 2015 on avait fait une belle saison avec mes deux potes que sont Romain Monti et Valentin Simonet. Qu'on salue d'ailleurs. Voilà, qu'on salue aussi, et on avait couru en championnat de France GT, donc sur des GT3 aussi, les voitures dont on parlait tout à l'heure. Et on avait terminé champion de France junior de la catégorie, donc bon, c'était bien. Après, voilà, l'idée c'était quand même de pouvoir gagner le scratch, mais bon, on se contentait déjà de ça. Voilà, on était entre potes, on avait monté tout un projet sympa à l'époque qui, bon, j'espère peut-être on reprendra un jour, mais où l'idée c'était de pouvoir courir un jour tous les trois au Mans.
en fait, en 24 heures du Ça Mans. serait magnifique. Donc ouais. Si vous le faites, dites-moi, je viendrai. Ouais, avec plaisir, ouais, on t'invitera, avec plaisir. Et donc on revient à 2017. Qu'est-ce qui se passe en 2017 ? Donc t'arrives avec des intentions, tu disais ? Voilà, donc en fait 2017, il y a un nouveau championnat qui est créé, qui s'appelle le championnat de France GT4, qui est toujours d'actualité aujourd'hui et qui reste aujourd'hui la référence des championnats sur circuit en France. Donc comme tu expliquais, des voitures grand tourisme. Voilà. Donc, mais là GT4, donc ce qui fait que c'est des voitures un peu moins performantes, mais qui sont aussi plus accessibles au niveau budget. Donc, ça intéresse tout le monde parce que, en fait, même si c'est sûr qu'on cherche toujours les voitures les plus performantes, mais tant que tout le monde a les mêmes chances de gagner, le même matériel, en fait, la différence tu dois la faire sur la piste, même si ta voiture elle va moins vite qu'une autre catégorie. En fait, le niveau, en tout cas des pilotes, est aussi élevé. Mais est-ce qu'on peut pas dire aussi que d'une certaine manière, si tu veux l'accessibilité est importante, il y aura plus d'engagés et donc plus de compétitivité aussi sur le circuit ? Ouais, d'un côté, ouais, c'est vrai. Hein, c'est sûr que peu importe le championnat, en fait, et souvent les petits championnats, il y a aussi beaucoup de niveaux. Hein. C'est vrai que il y a des gens qui connaissent pas très bien, qui regardent une catégorie et qui disent ça avance pas, ils doivent être tous nuls là-dedans, alors que pas du tout. Enfin, y a plein de championnats où c'est pas du tout le cas, où il y a des super pilotes. Mais ce qui est le cas aussi dans les grosses catégories, hein, parce qu'effectivement après plus on avance dans les catégories et plus ça se professionnalise, donc t'as aussi beaucoup de niveaux. Mais en tout cas donc on va dire dans les championnats références comme ça, comme le GT4, t'as beaucoup de grands pilotes. Bon là c'est surtout des pilotes français, mais t'as vraiment beaucoup de niveaux. Et donc tu t'engages avec quelle voiture ? Alors du coup 2017 c'était avec la Porsche Cayman GT4. Ouais. Du coup donc saison nouvelle, pas mal d'ambition aussi. L'idée c'était vraiment de pouvoir jouer devant. C'était un peu compliqué au début, on avait eu quelques petits soucis avec la voiture, puis voilà, j'avais eu du mal aussi à comprendre la voiture au début, tu vois. C'était une voiture qui restait assez proche de la série malgré tout. Et du coup, j'avais mis quelques courses à trouver le mode d'emploi. Moi je l'ai trouvé plutôt dans la boîte à gants, je l'ai trouvé où ? Ouais, dans la boîte à gants, exact, ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, fin de saison beaucoup mieux. On gagne une course, podium, etc. Donc voilà, c'était bien mieux. On était une quarantaine de voitures, donc voilà, championnat aussi très très compétitif avec plein de marques différentes. Donc t'avais Audi, donc Porsche, BMW. Qu'est-ce que t'avais d'autre à l'époque ? Maserati. Enfin voilà, vraiment. Des belles marques, quoi. Ouais, des belles marques. Et du coup donc voilà, année de préparation on va dire en 2017 dans l'idée de pouvoir jouer la gagne les années d'après. T'étais en repérage et l'année d'après qu'est-ce qui se passe ? Et l'année d'après bah écoute ça a été on va dire un peu le nouvelle phase dans ma carrière parce que Alpine donc marque que j'affectionne particulièrement pour beaucoup de raisons revient. Justement pour les raisons tu en as un petit peu parlé en début d'épisode. Ouais, tout à fait. Bah voilà, en fait, c'est le lien avec Dieppe dont on parlait au début, qui, du coup, comme je pense beaucoup de gens savent, Dieppe, en fait, c'est un peu le fief de la marque Alpine. Et du coup, une grande partie de ma famille vient de là-bas. Et donc, c'est vrai que moi, j'en ai toujours aussi entendu parler quand j'étais plus jeune, de cette marque-là, de l'usine Alpine emblématique de la ville, qu'embauchaient beaucoup de gens là-bas. Qui est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs. Et du coup, Alpine, ça a toujours été pour moi une marque de rêve, une voiture mythique. Et quand le groupe Renault a annoncé qu'il relançait la marque, et notamment qu'il relançait la voiture en compétition, donc ça c'était en 2018. T'étais un peu au courant aussi parce que de par ton boulot, j'imagine que... Effectivement, c'est vrai que la voiture était en développement depuis quelques temps. On n'avait pas encore l'assurance qu'elle serait sur circuit en 2018 ou tout court en fait. On savait qu'il y avait une voiture de série, mais la voiture de course est arrivée du coup un peu plus tard et en fait elle a été développée pas en interne mais par Signature et Signatech qui est du coup une entreprise aussi bien connue dans le sport automobile qui est dirigée par Philippe Sino. Et du coup, donc la voiture a été mise sur les circuits. Donc même chose, hein, comme une GT, la voiture a été modifiée à tous les niveaux pour en faire une voiture de course. Et à l'annonce du coup du retour de la voiture en compétition, j'ai pas hésité une seconde et je me suis engagé d'abord dans le championnat d'Alpine Cup, donc qui est en fait championnat monotype où tout le monde a la même voiture. Donc contrairement au GT4 où tout le monde a l'air méga différentes. Voilà. Là sur le championnat Cup, on est seul sur la voiture. En fait, ça reprend le même schéma que la Porsche Cup, que la Clio Cup,
voilà, Bah, plein de championnats le cup. nom du modèle en fait. Voilà, effectivement. Et tu retrouves notre fameux Laurent Urgon. Oui, exactement. Voilà, donc c'est vrai qu'on est collègues du coup en dehors et puis on était adversaires sur la piste. Donc, Et qui a gagné ce duel fratricide. Ouais, bah du coup en 2018, je remporte le championnat d'Alpine Cup. Donc ça a été assez, on va dire, un peu le même schéma que la F4. Première partie de saison super. Je remporte la première course, je fais la première pole, enfin voilà, tout s'était vraiment bien aligné. Et puis au fur et à mesure de la saison, ça a été un peu plus compliqué sur la fin de saison. Mais c'est jamais facile de gérer des championnats et surtout quand on est en tête, on peut se dire que c'est super. Mais du coup, quand on est dans la position du chassé, enfin en tout cas je trouve, c'est toujours un peu plus compliqué que quand t'es le chasseur, parce que évidemment tu te mets un peu moins la pression. Mais du coup, il faut toujours réussir à retrouver cet état-là de se libérer comme on disait tout à l'heure. Et donc du coup j'arrive à gagner le championnat à l'issue de la dernière course. Surtout qu'il y avait un petit fait de course, c'est ça? Ouais, c'est la dernière course était digne d'un film en fait. Le scénario du truc c'était complètement dingue. En gros je résume, je te la fais rapide, mais donc dernière course Barcelone, je fais la pole de la dernière course, mais une demi-heure ou une heure après la pole, on m'annonce que je suis déclassé en fait, pour des histoires de limite de piste. Donc pour moi en fait dans ce tour-là, j'avais vraiment pas dépassé la ligne blanche, j'étais vraiment bien resté. T'as revu les images par la suite? Non? Ouais, bah du coup en fait je suis allé en direction de course pour qu'ils me montrent tu vois, la vidéo ou quoi. En fait ils ont jamais été capables de me sortir le truc. Et puis dans ce cas-là c'est toi qui as tort. Ouais voilà, bah de toute façon on peut rien dire, la décision avait été prise, donc terminé, bonsoir quoi. Donc du coup au lieu de faire la pole, je garde mon deuxième tour qui me mettait 5e. Ce qui est très frustrant quand même. C'était frustrant, d'autant que mon adversaire direct au championnat, donc celui qui était deuxième, fait la pole. Et en deuxième et troisième position, c'était deux autres pilotes de son écurie, donc qui étaient un peu là en bouclier, si tu veux, qui étaient là pour le protéger, faire en sorte qu'il puisse prendre le départ, s'échapper et bloquer un peu tout le reste de la meute, quoi. Ça, on en a pas parlé, mais en course, il y a aussi ce fait-là, c'est-à-dire que il peut y avoir des stratégies de course, et se dire si quelqu'un est vraiment bien au championnat, peu importe un peu l'objectif, et dire vous allez vous sacrifier, un peu comme dans le vélo d'ailleurs aussi. Ouais, c'est un peu ça, surtout que là, si tu veux, c'était vraiment la dernière course de la saison. On était les deux seuls à pouvoir être titrés encore. Donc, on va dire toutes les autres positions derrière au championnat étaient plus ou moins figées. Donc en fait, plus personne n'avait rien à jouer à part nous. Ouais. Donc c'est vrai que du coup, c'était un peu le duel pour départager le vainqueur du championnat. Et donc le départ se fait et en fait, on avait fait les calculs avec mon équipe. Et il fallait que je termine. Si mon adversaire gagnait, qui est d'ailleurs Nicolas Milan, que peut-être certains connaissent, s'il gagnait la course, et en tout cas il était bien parti pour en ayant fait la pole, il fallait que je termine au minimum 4e pour gagner le championnat. Si je terminais 5e, voilà, j'étais out. Donc la course démarre, il prend un bon départ, moi aussi, plutôt pas mal, mais je perds pas de position et j'en gagne pas non plus, donc je reste 5e. Donc là, les positions se figent un peu. À Barcelone, en plus, c'est pas le meilleur circuit pour doubler, donc voilà. Donc là, tu boues dans la voiture parce que c'était à une place de pouvoir aller chercher. C'est ça. Ah, c'est terrible. Donc en fait, voilà, l'idée c'était de me dire bon, il faut que j'arrive à rester serein. Et tu vois, je repensais toujours à cette fameuse première course à Motorland, en me disant il faut que j'arrive à rester serein, ne pas perdre mes moyens, garder vraiment la tête froide. C'était le cas de le dire. En plus, il faisait très chaud à Barcelone, et donc de pas m'énerver, de pas m'exciter, voilà, faire ce que je savais faire, essayer de piloter le mieux possible, quoi. Et du coup, bon, la course se passe, on est à mi-course, je suis toujours 5e, il est toujours en tête, il a pris un peu d'avance. Donc là, je commence à me dire bon, là ça commence à être chaud, quoi. Donc la tension vraiment commence à monter. J'arrive malgré tout à bien garder mes esprits. Je passe 4e. Il y a deux pilotes devant qui se chamaillent. Et du coup, ça me permet d'en profiter. Je passe 4e. Donc là, je commence à souffler un peu. Il restait un tiers de course, donc c'est-à-dire 5-6 tours. Je me dis, bon, tout va bien. Enfin, tout va bien, non. Je dis ça maintenant, mais tout allait pas du tout bien parce que c'était ultra tendu. Donc j'étais 4e. Donc là, pour le coup, j'étais titré. Mais là, je vois un autre pilote qui était parti en fond de grille, qui est remonté comme une balle, et donc qui me double parce que... Bon, qui était dans la forme de sa vie, puisque vous avez une voiture, Ouais, c'est ça, qui était dans la forme de sa vie, qui faisait une très belle course, qui arrive à me doubler.
Donc là, je recommence à me foutre la pression, évidemment, il restait 3 tours, et là, j'avais plus le titre. Donc le titre était perdu. Et j'arrive dans les 2 derniers tours à reprendre la 4e place. Je t'avoue que à ce moment-là, j'étais pareil dans un état second, je me souviens à peine de ce qui s'est passé, quoi. J'arrive à reprendre la 4e place et à finir la course, et du coup à terminer 4e. Et donc là, à gagner le titre de l'Alpine Europa Cup, donc premier titre avec cette catégorie, et premier titre surtout de cette voiture. Donc ça, c'était génial de pouvoir gagner avec la voiture, moi qui me tient beaucoup à cœur pour les raisons qu'on a évoquées, les raisons familiales, et aussi parce que c'est une voiture du coup sur laquelle je travaillais en parallèle, bon, seulement en tant qu'ingénieur, hein, je roulais pas avec la voiture parce que moi mon travail consiste pas à rouler chez Renault Sport, je suis vraiment 99% du temps derrière l'ordinateur. Mais du coup, c'est une voiture que je vois sur mon ordi tous les jours, que je vois à l'atelier tous les jours. Qui me faisait rêver aussi, quoi. Qui me faisait rêver aussi. Et du coup, de pouvoir remporter le premier championnat avec la voiture, bah, c'était juste incroyable. Donc là, je peux te dire, le tour de décélération, c'était une émotion juste de dingue. Enfin, voilà, tout mon équipe, les mécanos, les ingés, d'ailleurs que je salue aussi, notamment Fred Galizi, là, mon ingé qui m'a toujours beaucoup aidé, et surtout cette saison-là, tout le monde chialait tous comme des madeleines. Il y a même ma mère qui était là aussi, qui chialait, enfin tout le monde chialait, mon père aussi. Mais bon, c'était des belles larmes, quoi. Surtout que t'as eu un petit bonus en plus matériel. Oui, bah ça c'est vrai que ça c'était, on va dire, la petite cerise sur le gâteau, enfin même la grosse cerise sur le gâteau. Ouais, parce que effectivement le prix quand on gagne ce championnat-là, c'est de remporter une Alpine A110. Donc du coup, j'ai reçu cette Alpine-là quelques semaines après cette course en tant que champion de l'Alpine. Donc ça, c'est clair que, comme on disait tout à l'heure, on gagne pas d'argent, enfin en tout cas au niveau GT4, GT3, on gagne peu d'argent. Mais du coup, quand il y a des lots comme ça, et c'est assez rare, hein, il y a peu, enfin même aujourd'hui, je crois que je connais pas d'autres championnats où on gagne une voiture, enfin il y en a très très peu, et surtout une Alpine, quoi, qui est une voiture mythique. Donc ouais. Et donc ton histoire d'amour avec Alpine en course continue? Oui, tout à fait. Donc en fait, en parallèle du championnat d'Alpine Cup, l'Alpine aussi avait été faite pour courir en GT4. Et du coup, j'ai pu m'engager en fait sur la deuxième partie de saison avec l'Alpine GT4, où là pour le coup, on court contre d'autres marques. Et donc j'ai participé au championnat de France GT4. Où on a d'ailleurs avec c'était la même équipe en fait dans laquelle je courais en Alpine Cup qui s'était aussi engagée en GT4, sauf que là on est associé avec un autre pilote, on est 2 sur la voiture, où on fait des courses en relais, qui est Pierre-Alexandre Jean d'ailleurs, que je salue aussi, avec qui on a remporté donc première course en championnat de France GT4 avec l'Alpine. Ouais. On avait fait la première pole aussi, et on avait été admis à pouvoir courir la Coupe du Monde GT4, donc qui était en fait une compétition sur une seule manche, qui se déroulait à Bahreïn sur le circuit de F1. Et donc on s'est présenté là-bas sans ambition, mais avec l'envie évidemment de bien faire, parce que c'était la première année de la voiture, donc on savait pas du tout à quoi s'attendre face à des équipes semi-officielles avec Audi, BM, etc., etc. Donc des teams avec plus de moyens aussi peut-être. Ouais, qui avaient beaucoup de moyens, qui avaient une voiture qu'ils avaient déjà développée depuis quelques années, du coup qui connaissaient parfaitement, que ce soit en termes de réglage, en termes de fiabilité, ce qui était beaucoup moins notre cas. Ouais, vous aviez pas d'expérience, quoi. On avait très peu d'expérience. Et la surprise générale, et c'est pareil, il y a eu beaucoup de rebondissements pendant ce week-end-là. Il y avait 3 courses, avec on va dire 2 courses de qualification et une finale. Et pendant les 2 courses de qualification, à chaque fois on a eu des soucis. On a même eu des soucis pendant la qualif, on pète la boîte, on a une crevaison. Après la course 1, on a un problème de turbo. La course 2, on perd l'ABS. Autant dire, quand on a plus l'ABS sur ces voitures-là, c'est pratiquement inroulable. Ce qui fait que du coup on part dernier de la finale, même si à chaque fois en fait on avait réussi à faire des belles performances pendant les 2 courses de qualif. Donc la voiture roulait bien quand tout allait bien, quoi. Ouais, bah c'était même, elle roulait super bien, c'était un avion de chasse la voiture. En fait, à Bahreïn, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en plein milieu du désert, et il y a beaucoup de sable sur la piste. Et du coup, les grains de sable, par la friction avec les pneus sur le bitume, ça te détruit les pneus. Et l'Alpine, et c'est son gros avantage même aussi sur la voiture de série, c'est qu'elle est ultra légère. Et donc, tu vois, une Alpine de course, ça fait à peu près 1100 kg, versus les autres GT4 comme une Audi ou une Mercedes qui font dans les 1500-1600 kg. Pour les mêmes puissances, parce qu'une Alpine GT4, c'est quoi, 270 chevaux, quelque chose comme ça? Alors, c'est un peu plus, le moteur est boosté, il est à 350 chevaux à peu près. Ah, quand même, ouais. Voilà. Ouais, je pensais pas que c'était autant. Alors, du coup, toutes les voitures n'ont pas la même puissance, mais par contre, elles ont le même rapport poids-puissance. Le ratio poids-puissance, ok. C'est ça. Donc, toutes les voitures ont le même.
Sauf que même à ISO, enfin au même rapport poids-puissance, le fait qu'on ait un poids beaucoup plus faible sur l'Alpine nous a aidé énormément, et notamment pour la tenue de nos pneus. Justement, parce que comme la voiture était plus légère, elle forçait moins et elle usait moins moins de les friction. pneus, voilà, moins de friction sur ces micro grains de sable qu'il y a partout là-bas. Et ce qui fait que du coup on arrivait nous à avoir une performance constante tout le long de la course, contrairement aux autres qui étaient bien au début de course mais par contre qui perdaient énormément sur la fin. Ça, vous l'aviez anticipé en amont ou... Et pas vraiment. Non, c'était un peu une surprise parce que en France on n'a pas beaucoup de circuits dans le désert parce que vu qu'il n'y a pas de désert en France. C'est vrai que c'est logique. Et il n'y a pas non plus de circuit au bord de la mer si je dis pas de bêtises, donc il y a peu de chances qu'il y ait du sable sur les pistes. Et du coup c'est un phénomène qu'on découvrait et où on a été un peu chanceux, faut le dire. C'est vrai que du coup on a pu bénéficier de cet avantage là. Chanceux oui, non, parce que tu me dis que vous avez quand même eu pas mal de galères, donc non mais c'est vrai que en plus le mot chance j'aime pas trop parce que en général voilà, enfin les choses se produisent aussi parce que tu les as provoqué. Ouais. Voilà, tu les as provoqués, exactement. Et du coup, non, on avait fait tout ce qu'il fallait. L'équipe avait super bien bossé, nous avait pour donner une voiture super performante. On avait trouvé des très très bons réglages aussi. Et du coup, en partant dernier, sur l'heure de course qu'on avait, on a réussi à remonter et à finalement gagner la course. Et du coup, incroyable. Gagner cette Coupe du Monde GT4 pour la première participation de la voiture. C'est incroyable. Avec finir premier quand tu pars dernier, c'est juste c'est un scénario de film. Non, mais c'est clair. Là, c'est l'Oscar direct en fait. Hein. Ouais, c'est ça. C'est clair que c'est un autre scénario de film. Ouais. Encore une fois avec l'Alpine, c'est clair. Ah, tu vas être comme un ouf. Mais là, il n'y a pas d'Alpine à gagner par contre. Ce qui est logique puisque c'était pas un championnat d'Alpine. Non, ouais. La seule chose qu'on a gagné, c'est une coupe qui est quelque part dans ma chambre d'ailleurs. Je sais pas. Je mettrai des photos. On fera le tri un peu là-dessus. Ouais, et du coup, non, voilà, c'est pour ça que je disais, même quand on gagne des grosses compètes comme ça, parfois on gagne juste une coupe, ce qui est très bien aussi, mais c'est pour ça que c'était assez exceptionnel de gagner une voiture pour le championnat d'Alpine Cup. Ouais, clairement. Et donc, tu as continué chez Alpine, donc même avec le contexte chaotique qu'on a pu avoir là, avec l'année 2020. Oui. Comment ça s'est passé cette année ? Cette année, c'est vrai que pour beaucoup de gens, je pense que ça a été une année très bizarre à tous les niveaux. Et la course automobile, évidemment, a aussi été touchée par le Covid. Et ce qui fait que la saison a été décalée. L'idée, de toute façon, depuis 2018, l'idée c'est de courir sur l'Alpine autant que possible. Donc en 2019, j'avais continué de courir en championnat d'Europe GT4, et puis 2020, l'idée c'était aussi de continuer sur un championnat alpine, donc peu importe lequel, mais l'idée c'était de soit en GT4 soit en Cup. Même si du coup d'autres opportunités s'étaient présentées en cours de route, mais qui finalement n'ont pas abouti sur d'autres voitures. Et du coup, quelques semaines avant en fait le lancement de la compétition, donc qui avait été retardé au mois d'août, fin août début septembre, parce que normalement ça commence en avril, mais là évidemment bien sûr, avec le contexte, tout avait été décalé. Et donc je pensais ne pas courir pendant l'été, et j'ai reçu un coup de téléphone de la part de Philippe Sino qui m'a dit écoute, voilà, ce serait donc Philippe Sino qui est l'organisateur du championnat et qui est aussi la personne qui est à la tête de l'entreprise qui a développé la voiture. Ouais, donc Cinetech. Voilà, Cinetech exactement. Qui m'a dit écoute, ce serait bien que tu puisses malgré tout quand même revenir sur l'Alpine Cup et courir chez nous. Et donc du coup on a réussi à trouver des arrangements avec l'écurie dans laquelle je courais, qui s'appelle Racing Technology, et que je remercie d'ailleurs pour leur confiance, les deux. Et du coup j'ai pu recourir à nouveau cette année sur l'Alpine, alors que tu vois, quelques semaines avant je pensais faire une année blanche par le contexte, quoi. J'étais super content de retrouver la voiture, qui est un peu différente de la GT4, et c'était une super saison. Au final je termine 3ème du championnat, ce qui est pas mal du tout, 2020. Ouais, écoute, c'est pour on va dire une saison bizarre comme ça, ou un peu à la dernière minute, j'étais quand même plutôt content. Ouais. Pour 2021, tu sais toujours pas ce qui va se passer ? Écoute, pour l'instant non, c'est encore suspense. Il se passe encore beaucoup de choses un peu partout. Il y a encore un peu d'incertitude, même si on se prépare comme si la saison allait commencer début avril, et j'espère que ce sera le cas vraiment. Et du coup, là, tu vois, on est en pleine période hivernale, donc c'est préparation, c'est démarche de partenaires, et voilà, dès que j'ai les réponses de tout ça, on pourra enclencher le process et on va dire appuyer sur le bouton pour démarrer la saison. C'est pour ça que tu vas peut-être rejoindre Pierre Gasly à Dubaï pour te préparer avec lui. Ouais, c'est ça. Alors ça, ouais, ce serait un peu de préparation, mais c'est aussi du coup pour autre chose là, parce que en parallèle de ça aussi, je suis en train de
du coup passer le diplôme d'état d'entraîneur de sport automobile, donc pour les jeunes pilotes, de coach du coup de coach on va dire de sport automobile. Et depuis 2 ans, je coach un jeune pilote qui s'appelle Isaac Adjar et qui a roulé en F4, donc le championnat dans lequel j'ai couru il y a 10 ans. Donc là, je l'ai coaché cette année, il a terminé 3ème du championnat. Il a quel âge? Ouais, il y a une vraie il a 16 ans. Et qui vient de signer du coup pour la Formule Renault, du coup qui s'appelle maintenant Formule Alpine en 2021. Il y a eu beaucoup de changements autour de la marque, etc. Et du coup, c'est génial. Alpine devient, on va dire, le porte-drapeau de tout le groupe Renault pour les voitures sportives et les voitures premium. Et du coup, la compétition aussi s'allie à cette marque-là, et notamment la F1 et les. Je pense que les auditeurs, enfin, en tout cas ceux qui s'y intéressent, auront suivi un peu on va pas forcément épiloguer sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes encore et complètement. Ni toi ni moi on sait tout. Donc on va éviter de dire des bêtises, mais tu parlais de suspense un peu tout à l'heure par rapport à la saison prochaine. Ouais. Tu m'as dit en off qu'il y avait aussi du suspense sur je change de sujet volontairement, mais sur une voiture que tu viens d'acheter. Ah oui. Parce qu'on s'est pas du tout intéressé aux voitures qu'achète Pierre. Non, effectivement. On sait que t'as une Alpine A110. Ouais, du coup, Alpine A110. Écoute, je viens d'acheter une voiture avec un pote. D'ailleurs, c'est pareil, ça on peut en parler longtemps, mais parce que du coup, ça sera peut-être l'objet d'un autre épisode, on verra. On est déjà à 1h30, tu vois. Non. Oui, on est fort. Et encore, on a fait des bons et tout. Hein. Ouais, c'est clair. Pourtant, on a coupé quelques trucs, mais et du coup, bon bref, je vais être rapide. Mais c'est un de mes potes qui s'appelle Julien Chaffard qui a monté l'école de pilotage qui s'appelle Classic Racing School et que j'ai rejoint moi en 2017 du coup en tant qu'associé. C'est un projet incroyable. D'ailleurs, il faut vraiment que je vienne vous rendre visite. C'est ça, faut qu'on va t'inviter à Charade et que tu vas venir tester. Est-ce que tu peux expliquer très brièvement le principe quand même? Ouais. Alors du coup l'idée de la boîte Classic Racing School donc qu'a créé Julien, c'est de en fait faire vivre l'expérience des pilotes des années 60-70 à n'importe qui. Donc plusieurs ingrédients pour ça, il y a le circuit de Charade, donc un circuit historique sur lequel il y avait des grands prix de F1 pareil dans les années 60. Qui a été un circuit abandonné et qui était presque à l'abandon et qui aujourd'hui du coup reprend un peu d'activité. Donc ça, il y a les monoplaces qui sont des formules Ford historiques par un constructeur nord-irlandais qui est toujours en activité aujourd'hui qui s'appelle Crossley et qui a accepté en fait de reconstruire à l'identique les voitures de l'époque. Dingue, et du coup qui sont sorties en 2018, mais quand tu mets les deux voitures à côté, que ce soit celle d'époque ou celle d'aujourd'hui, c'est exactement les mêmes. Elles ont été construites avec les mêmes moules, avec la même carrosserie, les mêmes trucs. Et du coup, toute une ambiance vintage autour de ça. Et donc, l'idée, c'est de faire des stages de pilotage et de mettre, du coup, comme je disais, les clients, les pilotes du jour dans la peau des pilotes des années 60. Et donc, autour de ça, il y a aussi d'autres concepts qui ont été créés sur des track days, sur une écurie de course aussi qu'on a montée. Donc voilà. Tu as forcément la charge, logique. C'est ça. J'essaye dès que j'ai un peu de temps, c'est sûr de pouvoir m'en occuper avec Julien. Et donc je sais même plus pourquoi Si, parce qu'on parlait de on était sur le suspense à la base et sur la voiture, donc c'est avec Julien que tu l'as acheté cette voiture? Ouais, c'est ça parce que du coup l'idée c'est on va la laisser je sais pas pourquoi, mais je sens la connerie arriver quand même. Non, écoute, en fait c'est drôle parce que c'est une voiture qui m'a toujours fait rêver aussi et parce que mon père en a eu une quand il était jeune. Ouais. Il m'a raconté ça, malheureusement il l'avait vendue et à chaque fois il me disait merde, j'aurais jamais dû la revendre, je vous l'aurais filé, vous les enfants et tout. Ouais. C'est une Triumph Spitfire. Ah génial, ah oui non c'est pas du tout une connerie. Ah oui non c'est un truc très sérieux. Et donc du coup j'en avais parlé à Julien, il m'a dit mais génial et tout, vas-y on l'achète ensemble, comme ça on pourra l'utiliser aussi. Vert anglais? Dans le cadre de la boîte. Non elle est rouge. Rouge, ah oui c'est cool aussi. Mais vert j'avoue que j'ai un petit faible pour cette couleur. J'avoue que c'est ma couleur favorite. Donc voilà, donc ça c'est petit achat récent tu vois il y a une semaine. Tu l'as roulé déjà? Ouais. Je l'ai roulé. Ouais. Alors nickel? Ouais c'est top, elle est top, elle est dans un très bel état, intérieur, extérieur, il y a quelques petits trucs à faire mais pas grand chose donc t'auras des photos pour les auditeurs? Ouais, carrément. Trop bien. Et t'as quoi d'autre à côté? Alors t'as aussi des voitures entre guillemets moins sexy parce que je crois qu'au quotidien tu roules dans une j'ai diesel. Une BM, c'est une 316i, ça elle est pas encore diesel mais non 316i compacte, voilà, c'est une voiture qui m'accompagne depuis quelques temps et qui sur tous les kilomètres que je fais qui est je crois que je pensais à tu sais la dernière fois qu'on s'était eu au téléphone, t'étais dans la BM de ton père si je dis pas de bêtises, une 530D. Ouais exactement. C'est pour ça que je suis resté sur diesel, tu vois. C'est ça, quand la voiture part au garage, c'est vrai que mon père me prête sa voiture, c'est assez sympa.
Donc du coup, c'est une autre BM qui est un peu plus grosse et en diesel, donc ça c'est pareil, c'est un peu plus économique quand on fait la route, c'est sympa. Mais ceci dit, la 316i en E36, tu l'as en E36 ? Ouais. C'est quand même plus sympa. Ouais, c'est fun, c'est pas beaucoup d'assistance, c'est assez cool comme voiture à rouler. Et pour finir un petit peu, c'est quoi les voitures un peu qui te font encore rêver, parce que je pense qu'il y en a plein. Ouais. T'as le droit d'être pro Renault Sport ou Alpine, mais t'as le droit aussi enfin je sais pas, peut-être autre chose. Hein. C'est vrai que l'Alpine, ça a toujours été une voiture qui me fait rêver, et du coup, aujourd'hui, elle est dans le garage, donc ça, c'est clair que ça, c'est un truc de fou. J'ai encore du mal à réaliser, tu vois, quand j'en parle. Après, dans les autres voitures qui me font vraiment rêver, en vrai, il y en a tellement, c'est trop dur de choisir, mais je sais pas, mais tu vois, typiquement une Ford GT40, je pense que ça reste un rêve ultime, tu vois, un jour d'avoir ça. Faudrait que t'en parles avec Jean-Pierre Gagy. Ouais, c'est pareil aussi. Ouais, mais lui, c'est les premières générations, tu sais, vraiment, c'est parce que... Alors, ouais, mais c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a effectivement les premières générations qui sont incroyables et complètement légendaires. Et il y a la dernière version aussi de la Ford GT, qui est un truc de fou. Enfin, la voiture qu'ils ont fait, du coup, qui s'appelle Ford GT aussi, mais qui a plus grand chose à voir avec son ancêtre. Mais qui est une voiture aussi technologiquement parlant, qui est dingue et qui a aussi beaucoup d'artifices aéros qui sont juste fous. Enfin, je sais pas si du coup vous voyez ce que c'est, mais c'est la voiture qui est complètement creusée au niveau des ailes arrière. Ouais, je mettrai des photos. Un passage d'air, elle est juste folle. Bah là, dans ce cas-là, il faudrait que t'en parles avec Laurent Urgon, mais t'auras beaucoup moins de mal puisque tu travailles avec lui tous les jours. C'est ça, exactement. Et il m'a cité exactement cette voiture aussi. Ah ouais, c'est vrai. Bah tu vois. La F40 mais on en avait parlé avant parce que c'est sa voiture légendaire. Ouais, bah je pensais à la F40 aussi. Ouais. Je crois qu'on pense tous à la F40, c'est F40, GT40. Ouais. Ah oui, il y a un truc avec 40, je sais. Ouais, c'est ça. Non, mais en vrai, il y a vraiment beaucoup de voitures qui me font rêver. Ouais. C'est le propre du passionné. Hein. C'est qu'on s'arrête jamais. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Bah écoute, de pouvoir continuer à vivre tous les moments que je vis aujourd'hui, je pense que c'est le plus important. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les moments de partage. Donc bah ça, tu vois, typiquement, ça en fait partie. D'ailleurs, on va les manger après. Ouais, on va les manger aussi. Et ouais, parce qu'il est quoi ? Il est 22h30. Ouais. Ça. Des acharnés du boulot, hein, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Et non, mais de continuer à vivre de cette passion qui nous anime et de continuer à la partager avec le plus de gens possible, que ce soit des gens qui soient dans le milieu ou qui soient complètement néophytes, qui ont fait découvrir ça, quoi. Et je pense que cette passion, c'est une chance de l'avoir parce que ça te permet vraiment de te guider dans ta vie. Et moi, ça a été le cas, tu vois, depuis toute ma jeunesse, j'ai toujours eu ça en tête. Ce fil conducteur et tout ce que j'ai fait, tout le travail que j'ai envie de faire et toutes les heures qu'on passe, on les compte pas grâce à cette passion, tu vois. Et ça nous permet de rencontrer plein de gens, de vivre des moments incroyables et voilà, pourvu que ça dure. Bah, ça fait trop plaisir qu'on finisse là-dessus parce que tu vois, c'est le pari que j'ai fait en lançant ce podcast. Enfin, en tout cas, essayer de vivre de ma passion. Et bah écoute, je crois que c'est en bonne voie et d'ailleurs, j'en profite pour te féliciter et te remercier pour l'invitation parce que c'était un super moment et écoute, j'espère qu'on pourra en partager d'autres dans le futur. C'est sûr et certain. Bon, en tout cas, Pierre, merci beaucoup. Et bah, merci à toi, Yann. On va les manger. Yes, let's go. Faritas. Et puis on se reverra très vite après, c'est sûr et certain. Avec grand plaisir. Ciao Pierre. Ciao Yann, salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un avis, un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac. Ou simplement à le partager. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Eric Pry qui écrit « Magnifique podcast, préparé, concocté, imaginé par un amoureux de l'automobile. Les invités sont dans le partage, la passion et on aime à s'imaginer être dans le salon à côté d'eux, à les écouter. Bravo Yann pour réussir à les mettre à l'aise et de nous faire partager ces bons moments. » Eric, merci beaucoup. Ça me touche énormément, effectivement, cette ambiance, on va dire, salon et discussion entre potes, c'est ce que j'essaye d'amener au maximum dans ce podcast. Après, chacun a, on va dire, son feeling par rapport à certaines personnes plutôt que d'autres. Et je pense que vous avez tous vos épisodes préférés et c'est tant mieux. Je serais presque déçu de savoir que finalement tous les épisodes se valent pour chacun d'entre vous. On a tous nos affinités et notre perception des choses. Donc effectivement, oui, c'est ce que j'essaye d'amener dans ce podcast et tant mieux si ça vous plaît. Encore une fois, merci Eric et merci à vous tous pour tous vos messages tous les jours, c'est dingue. Pour découvrir les coulisses du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram @dbg_podcast. C'est justement là où je reçois beaucoup de messages et je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas à suivre ce compte.
Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube pour ne rien rater des prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.